Bonjour à vous tous et bienvenue à ce 12e webinaire Grande Culture du MAPAC pour l'année 2025. Mon nom est Radka Valeva, agronome et conseillère en Grande Culture à la direction régionale de la Montérégie du MAPAC. J'aurai le plaisir d'être votre animatrice pour ce webinaire. Je serai accompagnée par ma collègue et co-animatrice Andréane Gaudet, agronome et conseillère en Grande Culture biologique, également de la direction régionale de Montérégie du MAPAC. Je tiens également à souligner l'appui de Véronique Bousquet, conseillère en communication MAPAC à Montérégie, qui travaille dans l'ombre afin de gérer la plateforme Teams. Les webinaires Grande Culture sont organisés par le MAPAC et leur tenue est rendue possible grâce à la collaboration d'Expansion PME. Voici un aperçu du déroulement de l'avant-midi. La première conférence sera présentée par Madame Chantal Foltz et elle portera sur le laboratoire vivant volet racines d'avenir. Cette conférence sera suivie d'une courte période de questions. Nous aurons une deuxième conférence à 9h25 présentée par Sylvestre Delmotte qui nous parlera de bilan carbone en grande culture et des pistes d'amélioration. La conférence sera suivie par une brève période de questions. Ensuite, nous avons prévu une pause de 5 minutes. Nous reviendrons vers 10h20 avec notre troisième conférence présentée par Frédéric Pelletier qui portera sur le marché du carbone dans le secteur agricole. Il est prévu que le tout se termine à 11h. Voici maintenant quelques informations et consignes à suivre pour le bon fonctionnement du webinaire. Vous remarquerez que vos caméras et vos micros sont fermés. Il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Pour interagir, une zone de clavardage est disponible. Vous trouverez cette option dans le haut de votre écran. Il s'agit d'un symbole de bulle selon la version Teams que vous avez. Cette fonction peut se nommer chat ou conversation. Vous devez utiliser le clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Après chaque conférence, il y aura une période de questions. À ce moment, ma co-animatrice identifiera les questions qui se trouveront dans le clavardage et les posera aux conférenciers qui répondront à voix haute. Si jamais votre version Teams ne vous permet pas d'utiliser la zone de clavardage, vous pouvez lever la main et nous vous donnerons le droit de parole. Aujourd'hui, notre programme est très chargé et nous avons de nombreuses conférences passionnantes. Le temps pour les questions est limité. Nous ferons notre mieux de y répondre et vous remercierions de votre compréhension. Pour les agronomes qui écoutent ce webinaire, il est reconnu par l'Ordre des agronomes. Et maintenant, nous allons passer à la première conférence. Nous sommes très heureux d'accueillir Madame Chantal Foltz. J'invite Madame Foltz d'ouvrir sa caméra et son micro. Madame Foltz est coordinatrice de projet et conseillère en agro-environnement à l'Union des producteurs agricoles. Elle participe à la coordination de projets laboratoires vivants. Elle cumule plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'agro-environnement comme conseillère auprès des producteurs agricoles et des organisations agricoles. Elle nous présentera le projet de laboratoire vivant Racines d'avenir. Madame Foltz, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Je veux juste afficher la présentation. Est-ce que vous le voyez? Vous la voyez? Oui, c'est parfait. OK. Donc, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter le projet laboratoire vivant Racines d'avenir porté par l'UPA sur l'ensemble du Québec. Donc, c'est un projet financé dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat, Laboratoire vivant d'agriculture et agroalimentaire Canada. Donc, ce projet qui est pour la période d'avril 23 à mars 28, il y a des ententes signées pour un maximum de 8,8 millions pour la durée de 5 ans du projet.
Donc, je vais vous présenter un bref survol du projet et ce qu'on avait convenu, c'est que je vous présenterai comment on tente d'appliquer, de mettre en œuvre l'approche laboratoire vivant à l'aide d'un exemple d'activité du projet. Donc, pour débuter, la description générale du projet. Donc, les objectifs, l'objectif global est en ligne évidemment avec le programme d'Agriculture Canada qui est de développer des innovations qui permettent, avec les pratiques agricoles qu'on va travailler, notamment de séquestrer du carbone sur les fermes et de réduire les émissions de GES dans l'objectif global d'améliorer le bilan carbone des entreprises agricoles du Québec. Évidemment, ces pratiques agricoles-là ont également d'autres avantages pour l'eau, le sol, la biodiversité et évidemment pour la rentabilité et la résilience des entreprises agricoles. Donc, un petit mot sur l'approche Lab Vivant, c'est quoi? On essaye de s'en inspirer dans le projet. Je vous dis bien, on n'est pas parfait, mais on fait de notre mieux de s'inspirer des 3 grands principes. Qui sont le premier à droite, donc de mettre les besoins et les intérêts des producteurs et productrices agricoles au centre des activités d'innovation. Donc, ce sont eux les usagers finaux des pratiques qui vont être développées. Donc, tout au long du projet, tant au niveau des orientations que de comment on va travailler les différentes pratiques, ils sont impliqués dans les échanges, les discussions et puis les prises de décision. Deuxième point, c'est qu'on joint les bonnes ressources au bon moment. Donc, dans notre cas, c'est surtout des spécialistes scientifiques, mais il peut y avoir d'autres types de spécialistes, mais des fois, des spécialistes, c'est d'autres producteurs. Et troisième élément important, c'est on tente d'expérimenter le plus possible en conditions réelles. Donc, oui, il y a plusieurs activités qui se conduisent sur des fermes, mais ça n'exclut pas les approches sur des fermes expérimentales ou en laboratoire lorsque c'est nécessaire, tout en essayant de considérer les conditions réelles d'utilisation de la pratique sur la ferme. Et au niveau du cycle d'innovation, du cycle des activités à gauche, on tente de l'imager. Donc, il y a grosso modo trois grandes étapes, co-développement, expérimentation, évaluation. Donc, le co-développement, c'est quoi dans le cadre du projet? C'est vraiment les moments où les producteurs sont mis en groupe avec d'autres experts et où on décide des orientations, des façons de faire du projet. Donc, c'est vraiment plus les rencontres ou les ateliers. Une fois qu'on a développé les orientations de ce qu'on veut faire, on part en phase d'expérimentation, que ce soit la ferme ou en station expérimentale, et on revient dans une phase d'évaluation où il y a souvent des retours de résultats, même s'ils sont préliminaires, pour ajuster s'il faut pour le prochain cycle d'innovation, on va travailler les pratiques. Donc, c'est grosso modo le cycle qu'on tente de suivre et ça se produit globalement sur une année. Les activités, les étapes de co-développement et d'évaluation sont typiquement l'hiver, entre décembre et mars, et l'expérimentation plus l'été. Donc, pour monter le projet, premièrement, un petit mot sur les sources de GES et les pratiques prometteuses pour l'agriculture. Donc, on est parti, entre autres, des sources d'émissions. Vous avez ici l'inventaire québécois par le ministère de l'Environnement pour identifier sur ce quoi on voulait travailler à l'aide des informations qu'on avait d'ailleurs. Donc, première source d'émissions importante au niveau de l'agriculture au Québec, c'est la fermentation entérique avec à peu près 36% des émissions du secteur agricole. Donc, le choix a été de porter le projet sur des aspects d'alimentation des ruminants, en production de bovins boucherie et en production ovine. Donc, on travaille surtout au niveau de la qualité, la quantité des fourrages et la régie des pâturages. Deuxième poste d'importance avec 33% des émissions. Donc là, on est au niveau de la matière organique des sols, au niveau des fertilisants qui sont utilisés comme source de GES. Donc, les pratiques qui sont ciblées pour le projet sont les cultures de couverture, les apports de matière organique, les inhibiteurs de nidification et les pratiques de d'épandage des fumiers. Troisième poste d'émission avec la gestion des fumiers avec environ 27% des émissions dans le secteur agricole. Donc là, dans le projet, on a ciblé des pratiques de gestion, surtout à la fosse avec les fumiers liquides. Donc là, on parle des moments d'épandage, des volumes d'épandage et certaines techniques précises, dont l'acidification, qui est une technique qu'on vise à développer dans le cadre du projet. Donc, ça, c'est pour la base de départ et aussi pour monter le projet. Donc, on est parti vraiment des connaissances acquises au sein d'un partenaire très important pour le projet, le CEDAC Agriclimat, qui travaille avec les producteurs et les conseils agricoles depuis 2017 dans le champ de l'adaptation au changement climatique.
Et aussi le projet de l'UPA Laboratoire vivant autour du lac Saint-Pierre, financé par le fédéral également pour la période de 2020 et 2023, où on s'est fait la main dans l'approche de laboratoire vivant. Donc, à partir de cette base de connaissances-là, on a ciblé des cellules d'innovation. Il y en a 5 dans le projet et ils sont bâtis autour des thèmes de pratique. Donc, la première cellule porte sur la gestion, la fertilisation des sols avec une trentaine de fermes. Donc là, on travaille au niveau des cultures de couverture, les apports de matière organique, les inhibiteurs d'azote. Avec une trentaine de fermes qui sont regroupées au sein de ces cellules. Donc, c'est vraiment des fermes qui participent activement à chaque cellule dans des rencontres, des activités. Deuxième cellule porte sur l'alimentation des ruminants et la régie des plantes fourragères. On est en production bovine, boucherie et en production ovine avec 20 fermes. Troisième cellule, on est au niveau de la gestion des lisiers, surtout à l'entreposage, mais aussi un petit peu à l'épandage avec 16 fermes. Quatrième cellule d'innovation, donc c'est spécifique à la nation Wabanaki qui est autour du lac Saint-Pierre et ça porte sur la restauration écologique et la réappropriation du savoir en lien avec le foin d'odeur, avec 2 fermes potentiellement qui vont participer au terme du projet. Et la 5e cellule, l'agroforesterie, où on se tarde surtout sur les haies agroforestières et l'aménagement des cours d'eau en vue d'améliorer la résilience à ce niveau-là avec une dizaine de fermes ciblées pour la participation. Une note très importante, c'est que pour les cellules 1, 2, 3 et 5, les conseillers des producteurs agricoles participent activement à ces cellules-là en appuyant les producteurs dans leur démarche et sont souvent très impliqués dans les suivis sur le terrain, notamment dans les activités de recherche. Donc là, c'est j'ai complété le tour général du projet. Là, on aimerait vous présenter un exemple de comment on tente d'appliquer l'approche laboratoire vivant. Et on va prendre l'exemple des activités sur les inhibiteurs d'azote dans le cadre de la cellule d'innovation 1 pour vous illustrer ça. Donc, tout d'abord, un grand merci à ceux qui participent plus particulièrement à cette activité-là, mais sur l'ensemble du projet, parce que c'est vraiment grâce à eux que l'approche est appliquée du mieux qu'on peut. Donc, pour Agriculture Canada, c'est l'équipe scientifique impliquée dans l'activité inhibiteur, qui est Martin Chantigny et Normand Bertrand. Et au niveau de l'équipe projet, donc du CEDAC Agriclimat, Sylvestre Delmotte et Samara Drissen, plus particulièrement pour les inhibiteurs d'azote, et Anne-Sophie, qui est coordonnatrice pour les cellules 2-3, évidemment, qui contribue également. Donc, contexte de la cellule d'innovation 1 en ce qui a trait aux inhibiteurs. Premier questionnement, il y avait on se posait la question comment réduire les émissions de N2O au champ, là, qui est quand même une source importante des émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation de fertilisants. Il y avait un intérêt des producteurs exprimés pour les inhibiteurs depuis un certain temps. Qui sont renommés, sont connus pour leurs effets de réduction des N2O au champ. Il y avait une grande ouverture de l'équipe scientifique d'Agriculture Canada pour co-créer des essais avec les producteurs. Et au niveau de la connaissance, il y avait très peu d'études pour le nord-est de l'Amérique, plusieurs produits commerciaux, plusieurs modes d'application possibles. Il fallait tout déboursailler ça. Et les études scientifiques étaient faites surtout dans un contexte de maïs. Donc, pour démarrer le processus, l'approche lab vivant, on a commencé, il faut comprendre qu'on est dans un contexte, nous, les producteurs sont à travers la province. Donc, c'est très difficile de faire des rencontres en personne de façon régulière. Alors, nos rencontres sont presque toutes en virtuel. Et il faut qu'on morcelle ces rencontres-là pour garder l'intérêt et la mobilisation. Donc, première rencontre, présentation de l'ensemble de l'activité et un premier état de connaissance à l'ensemble des producteurs de la cellule 1, donc 30 producteurs. Et donc, c'était surtout les connaissances scientifiques. Donc, les chercheurs sont venus présenter un état de situation par rapport à les connaissances en lien avec les inhibiteurs. Et à partir de cette rencontre-là, on a demandé aux producteurs qui est intéressé parmi les 30 producteurs. Et il y en a certains qui ont levé la main et on en a sélectionné 10 pour les essais à débuter, à mettre en place à partir de 2024. Deuxième rencontre, donc avec les 10 producteurs retenus pour débuter les essais en 2024, mise à niveau des connaissances avec l'équipe scientifique, mais plus en profondeur au niveau des connaissances scientifiques, mais aussi l'expertise très importante des producteurs au niveau, certains avaient déjà commencé à utiliser les inhibiteurs, la connaissance des produits, puis aussi l'intérêt de l'essayer dans différentes cultures, modes d'application, etc.
Donc, à partir de cette deuxième rencontre où il y avait un brassage d'idées, troisième rencontre, les chercheurs arrivaient avec un cadre expérimental flexible, adaptable aux fermes, simple, mais avec la condition que ça soit scientifiquement valable. Et les producteurs de leur côté, c'était d'arriver à cette troisième rencontre avec leur proposition d'un essai pertinent pour leur entreprise agricole. Donc, à partir de ces informations-là, ce brassage d'idées à la troisième rencontre, c'est suivi une série de rencontres individuelles entre l'équipe scientifique, les producteurs et l'équipe projet pour les 10 fermes qui commenceraient les essais en 2024. Donc, les producteurs, à leur niveau, c'est le choix plus technique au niveau des champs, la culture, le plan de fertilisation, type d'inhibiteur, etc. Et les chercheurs, c'était d'ajuster le dispositif expérimental global qui avait été proposé à chaque ferme, l'établissement d'un plan d'échantillonnage spécifique à la ferme et parfois l'aider à la décision, par exemple, au niveau du produit à utiliser pour la ferme. Donc, c'est quand même un effort important en termes de temps et de ressources. Donc, une fois ça, l'ensemble des essais pas mal déterminés, là, une phase de formation importante pour les conseillers qui étaient impliqués dans l'échantillonnage des émissions de N2O au champ, parce que c'est quand même des techniques particulières, des équipements particuliers. Donc, Agriculture Canada a réalisé cette formation-là et la mise en place des essais a débuté au printemps, au mois de mai. Donc, ça, c'est pour le déroulement du début de l'année passée. Un petit mot sur le cadre expérimental flexible proposé par AC. Donc, à la base, ce qu'ils ont demandé aux producteurs, c'est d'avoir un champ de plus de 5 hectares, texture et topographie relativement homogène, et ce qui permettait un nombre de répétitions, soit dans le temps ou spatialement. Donc, ici, les exemples de dispositifs proposés, premièrement, en termes simples, ce qu'on appelle parcelle sentinelle. Donc, la majorité du champ sans inhibiteur avec au moins 1 hectare avec l'application d'un inhibiteur. Deuxième dispositif un petit peu plus complexe, les bandes répétées, donc 2 traitements, un avec inhibiteur, un avec sans inhibiteur, et répété au moins 3 fois dans le champ. Donc, au global, au niveau des traitements, pour le protocole développé ensemble entre les chercheurs et les producteurs, donc il y a eu plusieurs types d'engrais et de différents types d'inhibiteurs qui ont été testés. Donc, on sait que c'est 10 fermes pour la saison 2024. Les essais sont prévus en 2025 et 2026. Il pourrait y avoir un petit ajustement au niveau des fermes précises qui participent, mais encore une dizaine de fermes à travers ces 3 années-là. Et ce qui serait documenté, les rendements, l'azote résiduel dans le sol et les émissions de N2O. Un petit mot sur l'adaptation du dispositif de chaque ferme. Donc, Agriculture Canada est arrivé avec un dispositif global proposé, mais il y a eu des adaptations à chaque ferme en fonction des types d'inhibiteurs, les cultures sur lesquelles c'était testé, les types d'engrais, les modes d'application et les périodes et les nombres d'application d'azote. Donc, c'est quand même un travail important du côté des chercheurs également pour s'adapter à ces contextes-là. Quelques constats en lien avec les rencontres, des éléments qui favorisent la co-création. Donc, je vous rappelle, on est dans un contexte de rencontre virtuelle en raison où les producteurs sont localisés à travers la province. C'est de bien identifier, entre autres, les objectifs de chaque atelier, de la série d'ateliers pour les activités qui sont en élaboration. Clarifier les règles de conduite des rencontres, donc les respects, par exemple, d'avoir le respect pour les opinions de tous, des échanges toujours courtois. S'assurer la mise à niveau des connaissances. Donc, on s'est rendu compte que c'est très important que pour vraiment favoriser une ambiance une capacité de co-création, il faut que tout le monde partage les mêmes informations. On n'a pas besoin d'être toujours d'accord sur tout, mais au moins qu'on ait la même information puis la connaissance pour partir. Donc, des fois, on a des phases importantes de mise à niveau de connaissances avant d'aller dans la vraie co-création. Aussi, dans les rencontres, c'est important d'alterner, moi, ce que j'appelle des cadences, les types d'intervention. Donc, par exemple, d'alterner entre des rencontres et des présentations plus formelles avec des expériences, avec des présentations, par exemple, des témoignages de producteurs. Dans le cadre de nos rencontres virtuelles, c'est très important de faire des rencontres courtes et espacées avec des objectifs très spécifiques pour chacune des rencontres pour que tous comprennent où on s'en va et que c'est plus concret pour tous et on maintient la mobilisation.
Et un dernier élément, c'est s'assurer que les présentations sont bien adaptées au contexte. Donc, souvent, quand il y a des présentations, on s'assure avec les présentateurs, on a une étape de validation pour être sûr que les informations présentées sont les plus pertinentes possibles et le mieux vulgarisées pour que la rencontre soit le plus pertinent pour tous. Au niveau de la logistique aussi, et communication très importante. Donc, il y a eu des formations vidéo et terrain des conseillers agricoles pour la prise de mesures de N2O, ce qui a contribué beaucoup au succès de la prise d'échantillonnage. Phase importante de suivi téléphonique auprès des producteurs par l'équipe projet pour bien comprendre leurs objectifs, les détails de leurs opérations pour s'assurer que les essais étaient bien adaptés à leur situation puis à leurs besoins et intérêts. Beaucoup de suivi au niveau des plans d'expérimentaux et des calendriers de mesures pour s'assurer que tout se déroulait bien et la gestion des ressources humaines, surtout pour l'échantillonnage au champ. Donc, globalement, ça s'est très bien déroulé en 24, ce qui est quand même très intéressant parce que faire des recherches à la ferme, ce n'est pas toujours évident, mais ça s'est bien déroulé, mais il y a eu beaucoup d'efforts pour s'assurer que ce soit le cas. Donc, tous sont très motivés après une année. Tout au long de l'année, mais il faut modérer les attentes, surtout en fonction des moyens financiers du projet, la capacité de l'équipe en termes de temps et de ressources humaines disponibles. Surtout au niveau des chercheurs, il faut accepter une certaine incertitude quant à la possibilité de publication scientifique. Vous voyez que c'est très adapté à chaque ferme, donc ce n'est pas comme un cadre expérimental typique pour un chercheur en station expérimentale où on a des traitements fixes sur plusieurs années. Donc, c'est quand même un élément à considérer. Tous sont égaux dans ce processus-là, chercheurs, experts, producteurs, et les communications, les suivis rapprochés sont extrêmement importants pour assurer le bon déroulement et la motivation et la mobilisation de tous. Donc, on a presque fini la première cycle d'innovation. Donc, je vous ai montré un peu ce qu'on a fait depuis l'année passée, la première phase en cours de développement, l'expérimentation. Là, on est dans les phases évaluation et ajustement. Donc, il y a eu un premier atelier déjà cet hiver pour présenter les résultats préliminaires de 2024 généraux à l'ensemble des producteurs de la cellule 1. Témoignage d'expérience des producteurs qui ont participé en 2024 et validation d'intérêt à poursuivre en 2025. Et on est dans les phases d'ajustement, donc on sait quels producteurs, grosso modo, vont participer en 25. On est vraiment dans la précision de ce qu'ils veulent faire et comment ça peut être réalisé avec l'équipe scientifique. Donc, on est vraiment dans cette étape-là d'ajustement pour redémarrer le tout avec l'expérimentation en 2025. Donc, un grand merci à nos partenaires. C'est vraiment un projet très impliqué au niveau de nombreux partenaires. Donc, plus de 70 producteurs et productrices agricoles à travers les 5 cellules d'innovation à ce jour. Les conseillers des clubs conseils en agro-environnement et avec leur organisme de coordination provinciale via Pôle. Donc, environ 45 conseillers agricoles. Donc, je vois qu'il y en a plusieurs ici aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très important, votre implication. Les partenaires de réalisation CEDAC Agri-Climat, extrêmement importants dans la mobilisation et le déploiement du projet. La cellule 4 Wabanaki, la Première Nation, autour du lac Saint-Pierre pour le foin d'odeur avec leur bureau coordonnateur du NDOKINA. Donc, les partenaires scientifiques sont nombreux, impliqués dans différentes cellules selon leur expertise et les thèmes de pratique qui sont traités. Et au niveau du transfert des connaissances, les UPA régionales, les 12 fédérations régionales participent dans le transfert, les activités de transfert de connaissances à des producteurs notamment qui ne participent pas régulièrement à ce projet-là. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site Internet de l'UPA. Vous avez l'adresse ici où il y a des informations plus détaillées sur l'ensemble du projet et il est mis à jour en continu. Merci beaucoup. Merci énormément, Mme Fourze, pour cette présentation. Alors, nous allons tout de suite procéder avec une seule question pour compléter cette période. Alors, nous avons une première question de la part d'Hélène Brassard qui nous demande, même si ce sont le maïs, canola et blé qui font l'objet des essais de la cellule 1, est-ce que les inhibiteurs peuvent être utilisés dans la culture de pommes de terre? Moi, je n'aurais pas cette réponse-là. C'est très ça dépasse mes compétences techniques. On a Sylvestre avec nous qui est le deuxième conférencier. S'il a des informations là-dessus, je l'inviterai à répondre. Rapidement, je supposerais que ça pourrait s'appliquer, mais je ne sais pas si ça a déjà été testé. J'ai pas, au niveau scientifique, au niveau de la littérature scientifique, j'ai pas connaissance d'études sur la pomme de terre, mais ça existe peut-être. Mais de prime abord, je vois pas pourquoi on pourrait pas les utiliser. Puis c'est sûr,
c'est le contexte dans lequel on cultive les pommes de terre, de type de sol et de pratiques aussi notamment d'irrigation fait en sorte que ça serait peut-être intéressant à envisager. Mais je n'ai pas connaissance d'études. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Delmotte. Voilà, je crois que c'était la seule question. Merci énormément. Alors, nous allons devoir conclure cette courte période de questions pour poursuivre avec le déroulement de la journée, mais nous désirons remercier énormément Madame Fourtz pour sa présentation. C'était très intéressant, votre présentation et votre projet. Maintenant, nous allons passer à la deuxième conférence. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Sylvestre Delmotte. Sa caméra est déjà ouverte. Notre conférencier est agronome et docteur en agronomie. Depuis 2016, M. Delmotte occupe le poste de consultant en agro-environnement, modernisation et démarches participatives au Québec. Il travaille sur le projet sur la lutte au changement climatique et l'innovation pour une agriculture durable, notamment dans le projet d'agri-climat. Il va nous présenter le bilan carbone en grande culture et des pistes d'amélioration. Monsieur Delmotte, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Et puis bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter une sorte de sommaire des connaissances qu'on a acquises au cours des dernières années sur comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer le bilan carbone en grande culture. La préparation de la présentation a été grandement aidée par quelques collègues de l'Université Laval, Thomas Dupuis, Alexis Ruiz-Gonzalez et Maël, avec qui je travaille en fait sur l'analyse des données qu'on compile quand on fait les bilans carbone des producteurs qui travaillent avec nous dans AgriClimat. Donc, pour commencer, je vais avoir une toute petite introduction sur comment est-ce que on peut estimer les gaz à effet de serre quand on fait des bilans carbone en production de grandes cultures. Puis je commencerai par en fait mentionner qu'il y a au Québec, dans les dernières années, dans les dernières décennies, il y a eu plusieurs projets qui avaient été réalisés pour essayer d'estimer les gaz à effet de serre par différents organismes. Il y a notamment les producteurs de grains du Québec qui ont fait faire une analyse de cycle de vie de la production de grains, dans lesquels on avait déjà des constats qui étaient intéressants. Donc, par exemple, ce qu'on voit sur le graphique ici à droite, c'est que les opérations au champ, c'était dans leur étude à peu près 50% des émissions d'1 kilo de maïs. On peut voir que les deux autres postes étaient en lien avec tout ce qui est opération, machinerie, transport, donc surtout lié à la consommation d'énergie, et puis la production des intrants pour à peu près 20% des émissions. Puis on arrivait à l'époque avec un constat qu'on émettait à peu près 440 grammes de CO2 par kilo de maïs. C'était une étude qui avait été réalisée avec une approche vraiment filière, donc on décrit un scénario moyen de production pour le Québec. Mais à notre connaissance, il n'y a pas d'études qui avaient été réalisées à partir de portraits d'entreprises agricoles à grande échelle, donc d'entreprises réelles, ce qui est ce que je vais vous présenter en fait aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter, ça provient donc des travaux qu'on a fait dans AgriClimat. On a développé un calculateur de gaz à effet de serre qui est basé sur des protocoles finalement assez standards, donc le protocole du GIEC, le protocole du Greenhouse Gas, aussi toutes les approches de l'inventaire canadien des gaz à effet de serre, donc dans lequel on utilise en fait essentiellement des modèles de tiers 2. Puis nous, tout le travail qu'on a fait, c'est d'essayer de trouver un compromis en fait, ou une adéquation entre la précision du calcul qu'on fait, mais le temps aussi requis pour collecter, compiler les données. Et on a aussi le souhait que quand on réalise un bilan, on soit très confortable avec les choix méthodologiques qui sont faits et qu'on puisse aussi s'adapter en fait, à la diversité de situations qu'on a en fonction des données disponibles, etc. Tout en étant conforme aux exigences des différents standards. Donc, tout ça pour dire que notre calculateur, aujourd'hui, c'est quelque chose qui continue d'évoluer, mais sur lequel on travaille en ce moment aussi à essayer en fait, de démontrer sa rigueur et sa qualité. Et on travaille aussi à des publications scientifiques, notamment par rapport, par exemple, au résultat que je vais vous présenter aujourd'hui. La façon dont on a fonctionné pour le développer, c'est que on a commencé autour des années 2020, notamment avec des consultations de beaucoup d'experts, de chercheurs au Québec, avec qui on a fait une revue de littérature, puis on a vraiment comparé différentes approches possibles pour chaque poste d'émission. Ça nous a amené à un premier prototype qu'on a testé à l'époque avec des fermes pilotes. Donc dans le cadre d'AgriClimat, on avait recruté une quarantaine de fermes avec producteurs et conseillers qui nous ont aidés à finalement tester le calculateur.
Et puis, depuis les dernières années, on s'est investi aussi un peu plus dans différents projets pour essayer d'approfondir les connaissances, justement, dans l'optique d'être capable d'encore améliorer la façon dont on calcule les bilans. Donc, Chantal a présenté juste avant le projet Racines d'avenir dans lequel on contribue. Mais il y a aussi, par exemple, le projet Bovin pour le climat, qui est un projet financé par le gouvernement du Québec, spécifique aux filières bovines et ovines, et le laboratoire vivant Les Carbonautres, donc spécifique à la filière laitière dans laquelle on contribue. Et puis finalement, on travaille aussi avec un comité scientifique qui nous aide à prioriser les futurs développements. On s'est rencontrés au mois de novembre et on a identifié toute une liste finalement d'améliorations possibles qu'on compte apporter nous dans les futures années à venir à notre calculateur. Si je reviens maintenant sur comment est-ce qu'on fait un diagnostic, le diagnostic AgriClimat, donc quand on fait un bilan carbone avec AgriClimat, c'est pas quelqu'un de notre équipe au CEDAC qui le fait, ce sont des conseillers. Donc, faut vraiment comprendre que ce sont des conseillers de Club Conseil en environnement ou des conseillers qui sont indépendants, qui réalisent ce diagnostic et qui accompagnent les producteurs. Nous, notre équipe, on est en amont, c'est-à-dire qu'on fait la formation des conseillers et on leur fournit aussi les outils. On a un rôle aussi parce qu'on anime un réseau de producteurs, donc à qui on fait régulièrement on organise régulièrement des événements pour leur partager des connaissances. Mais notre équipe, nous-mêmes, on est accompagné et soutenu par toute quand même une relativement grande équipe de chercheurs et de professionnels avec qui on collabore, qui nous aident justement à développer notre outil pour qu'il soit qui reflète autant que possible l'état actuel des connaissances. Et donc, on a des collaborateurs dans différentes universités, centres de recherche au Québec et différents aussi organismes professionnels. Et également, mais évidemment, une collaboration très proche avec les conseillers notamment. Au jour d'aujourd'hui, on a réalisé à peu près 325 diagnostics, donc 325 bilans carbone d'entreprise ont été réalisés. Vous avez ici un portrait de dans quelle filière ça a été réalisé. Donc ça a été réalisé par un peu plus de 60 conseillers qui sont formés. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va regarder, c'est en particulier la production donc, de grandes cultures. Donc on a réalisé 57 diagnostics en production de grandes cultures, mais on a aussi réalisé le diagnostic d'entreprises qui produisent des grandes cultures et d'autres productions, par exemple du lait et des grandes cultures, de la viande de bovin et des grandes cultures, de la viande, par exemple aussi de la volaille et des grandes cultures. Donc en fait, quand on a voulu compiler les données, notre échantillon initial, dont on va parler aujourd'hui, c'était un échantillon de 103 entreprises, qui sont des entreprises qui commercialisent des grandes cultures. Donc ces entreprises-là, c'est soit des fermes pilotes, donc parmi les premiers avec qui on a fait les bilans carbone, c'est aussi des entreprises qui ont eu un diagnostic qui a été réalisé soit dans le cadre de projets financés par le MAPAC en région, sinon financés par le gouvernement du Canada à travers le programme Agri-Solutions Climat. Donc on a des entreprises à la fois spécialisées en grande culture, mais aussi des entreprises qui ont une production animale et qui donc ont différents produits commercialisés. Quand on a regardé un peu les données de ces 103 fermes, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait de 2 jusqu'à 100% de la superficie cultivée sur l'entreprise qui était destinée en fait, qui produisent des grains qui sont destinés à la vente. Quand on dit 2%, ça veut dire qu'en fait 98% de la superficie cultivée pour l'entreprise est destinée à produire par exemple des fourrages qui vont alimenter un troupeau. C'est seulement 2% de ce que l'entreprise cultive qui est destiné à la vente. Donc ça nous a amené une réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait choisir des entreprises, parce que est-ce qu'une entreprise qui produit seulement 2% de sa superficie destinée à la vente, c'est représentatif? Quel biais ça pourrait entraîner? Donc on a testé différents critères et finalement on a choisi un critère, c'est que toutes les entreprises qu'on a retenues doivent cultiver au minimum 25 hectares destinés à la vente. Donc ça a fait en sorte qu'on a réduit notre échantillon de 103 fermes à 84 fermes. Et dans ces 84 fermes, on a 32 fermes seulement qui font que des productions végétales. On en a 39 qui vendent 100% de leur production végétale, c'est-à-dire qu'on en a 7 qui ont des productions animales, mais il n'y a pas de lien entre la production animale et la production végétale. Par exemple, des producteurs de volailles qui achètent 100% de l'alimentation de leurs animaux, donc ils ont une production de grande culture et une production de volailles, mais il n'y a pas d'interaction, si ce n'est à travers le fumier, pour cet aspect-là. Donc nécessairement, puisqu'on a des entreprises qui produisent seulement des productions végétales ou des entreprises qui produisent aussi des productions animales, ce que ça implique, c'est que quand on a fait le bilan carbone des entreprises, on fait le bilan au complet de l'entreprise, mais ensuite on fait ce qu'on appelle une allocation, c'est-à-dire qu'on fait une séparation des émissions totales de l'entreprise entre les productions animales et les productions végétales, et entre les productions végétales destinées à alimenter le troupeau et celles qui sont destinées à la vente.
Et cette séparation-là, on l'a fait vraiment sur une base physique, c'est-à-dire qu'on détermine quelles sont les superficies destinées à être vendues versus celles qui sont destinées à l'alimentation du troupeau, et aussi comment se séparent par exemple les consommations d'énergie. Donc, dans ce que je vais vous présenter par la suite, on va parler uniquement des émissions associées aux grains vendus. Un petit mot aussi, donc notre échantillon, 84 fermes, on a une superficie cultivée moyenne de 310 hectares, donc ce sont quand même des fermes qui ont de grandes superficies en grande culture, avec de 36 jusqu'à 1500 hectares, donc quand même aussi une bonne variabilité. En moyenne, dans notre échantillon, c'est 76% des superficies cultivées qui sont destinées à la vente. Ça varie de 13 jusqu'à 100%. On a une superficie moyenne en maïs de 27%. On a des fermes qui ne cultivent pas de maïs, donc 0%, jusqu'à des fermes qui en produisent 80% de leur superficie, ou presque. De la même façon pour le soya, à peu près 28% en moyenne, ça varie de 0 jusqu'à 83% de la superficie de la ferme cultivée en soya. Et pour les cultures pérennes, donc production fourragère qui peut être destinée soit à l'alimentation au troupeau, soit à la vente, puisqu'on a aussi plusieurs entreprises qui font du foin de commerce. C'est une moyenne de 18%, mais ça varie de 0 jusqu'à 67%. Donc, j'en reviendrai maintenant à qu'est-ce qu'on a fait comme constat, puisque l'idée, c'est vraiment de repartir de ces constats pour essayer de dresser des leçons sur comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on fait le bilan carbone d'une entreprise, on va le faire en 3 étapes, 2 ou 3 étapes. Première étape, c'est estimer les émissions de l'entreprise. Je vais y revenir. Ensuite, est-ce que l'entreprise peut annuler une partie de ses émissions par une éventuelle séquestration de carbone? Et au final, on obtient donc notre bilan. Donc, première étape, quand on regarde les émissions, quand on a compilé les émissions de nos 84 entreprises, on obtient une émission moyenne, si on fait une moyenne tout simplement de chaque entreprise, autour de 2,6 tonnes équivalent CO2 par hectare. Par contre, on peut voir à droite sur ce qu'on appelle un box plot qu'on a une très grande variabilité des émissions. Donc comment est-ce qu'on lit ce graphique à droite? La petite barre en bas, c'est le minimum observé. La barre tout en haut, c'est le maximum. L'enveloppe supérieure et inférieure du rectangle, ce sont donc le premier quartile, donc 25% des entreprises. L'enveloppe supérieure, c'est 75%. La barre au centre, c'est la médiane et le X, c'est la moyenne. Donc on voit qu'on a effectivement une très grande variabilité d'émissions entre les entreprises, puisqu'on a des entreprises qui émettent aussi peu que 0,6 tonnes équivalent CO2 par hectare et des entreprises qui émettent en moyenne 5,3 tonnes pour le maximum. Si maintenant on fait une moyenne pondérée, donc pour représenter le fait qu'on a certaines entreprises qui cultivent des petites superficies destinées à la vente alors que d'autres ont des superficies plus importantes, donc en tenant compte de la superficie de chaque entreprise, la moyenne pondérée pour notre échantillon, c'est 3 tonnes équivalent CO2 par hectare d'émissions de gaz à effet de serre. Ce 3 tonnes, en fait, il se décompose en plusieurs postes. Le premier poste d'émission, en termes de proportion, c'est les sols. Ici, on parle d'à peu près 75% des émissions. On retrouve à droite encore le même principe avec le même graphique. On peut voir que ça varie énormément les émissions qui proviennent des sols d'une entreprise à l'autre, aussi faibles que moins que 0,5 tonnes jusqu'à plus que 4 tonnes équivalent CO2 par hectare, avec encore une fois une très grande variabilité. Ces émissions, c'est principalement des émissions de protoxyde d'azote. C'est aussi éventuellement des émissions de CO2 associées au chaulage qui sont comptabilisées ici. Quand on dit émissions de protoxyde d'azote, on fait référence au processus qui se passe dans le sol quand on apporte de l'azote sous forme d'engrais, de fumier ou aussi de résidus de culture. Cet azote, il va d'abord être sous forme ammoniacale, puis sous forme de nitrate, quand on va avoir la nitrification de cet azote. Quand on est en contexte aérobie, donc avec de l'oxygène, l'azote, les nitrates, c'est la principale forme sous laquelle l'azote est prélevé par les plantes. Mais si on a des phases anaérobie, donc des phases où des moments dans le temps où on a des conditions sans oxygène, on peut avoir par l'effet de bactéries la dénitrification de ces nitrates qui vont donc entraîner des émissions de protoxyde d'azote. Ça se passe principalement au Québec à la fonte de la neige et après une forte pluie. Donc on voit ici, on revient à notre graphique, qu'on a une très forte variabilité. Qu'est-ce qui explique cette variabilité? On sait, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la texture des sols. Les sols légers émettent jusqu'à environ 10 fois moins d'émissions qu'un sol lourd. Pourquoi? Parce que les conditions anaérobies sont beaucoup moins fréquentes.
Le deuxième facteur qui va jouer, c'est aussi le climat. On n'est pas tous égaux en fonction de où est-ce qu'on est situé au Québec en termes de climat. On a des régions qui sont plus à risque d'avoir des épisodes, par exemple, de précipitations assez élevées, et donc un risque d'avoir un sol saturé. Donc, par exemple, si on est en Outaouais, on a un climat qui est en général plus sec l'été et plus chaud, ce qui fait que les sols sont souvent plus secs, et donc on a moins de risques d'émissions d'un point de vue statistique qu'en Estrie, par exemple, où on a un climat plus pluvieux. On peut voir sur le graphique à droite ce qu'on appelle le EF base. Là, c'est en fait le coefficient de pourcentage. Ça reflète le pourcentage de l'azote qui risque d'être perdu en moyenne sous forme de protoxyde d'azote. Donc un coefficient de 0,01, ça veut dire que c'est 1% de l'azote qui serait perdu chaque année sous forme de protoxyde d'azote. Un coefficient de 0,05 à droite, ce serait 5%. Et donc on peut voir effectivement que quand on essaie de faire une corrélation entre les émissions des sols et ce coefficient, on a quand même une bonne corrélation. Ce coefficient, lui, il varie d'une ferme à l'autre en fonction du type de sol de la ferme et en fonction du climat notamment. Donc on peut voir que ce coefficient-là explique une partie quand même importante de la variabilité des émissions. Ce qui va jouer aussi, évidemment, c'est les pratiques de fertilisation, notamment la dose totale apportée ou aussi, par exemple, la quantité d'azote organique apportée versus la quantité d'azote minéral, puisque selon les études qui ont été faites, on sait qu'il y en a à peu près un risque d'émission de protoxyde d'azote 15% inférieur quand on apporte de l'azote sous forme organique, sous forme de fumier, versus sous forme d'azote minéral. Là aussi, on peut voir quand on met sur le graphique à droite les kilos d'azote totaux apportés par hectare versus en ordonnée les émissions totales. On a une petite corrélation, elle est loin d'être parfaite, évidemment, mais entre la dose totale apportée et la quantité totale, ou en tout cas l'estimation des émissions de protoxyde d'azote qu'on peut calculer. Donc ça, c'est deux grands facteurs qui expliquent la variabilité, nos types de sol, ou trois grands facteurs, notre type de sol, notre climat, nos pratiques de fertilisation. On sait aussi qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent influencer les émissions. Notamment, dans les dernières années, on a eu des modèles qui ont été proposés pour essayer de prendre en compte comment est-ce que les cultures de couverture peuvent influencer les émissions. Aujourd'hui, l'état des connaissances qu'on a au Québec sur l'effet des cultures de couverture, il est quand même encore imparfait par rapport à l'effet que ça a sur les émissions de protoxyde d'azote. Les modèles qu'on a tendent à indiquer que si on n'a pas de légumineuses, donc si on implante une culture de couverture, sans légumineuses, on peut s'attendre à avoir un effet jusqu'à à peu près 10% moins d'émissions de protoxyde d'azote par rapport à une situation où on n'aurait pas de culture de couverture. Si on a un mélange où on a à peu près 50% de légumineuses, on aurait un effet neutre. Et si on a un couvert qui est 100% de légumineuses, on aurait un effet d'une légère augmentation des émissions de protoxyde d'azote, en lien avec le fait que la légumineuse va ramener un supplément d'azote dans le système, et donc risque d'amener un risque supplémentaire. De la même façon aussi, sur l'effet du travail du sol, selon les études qui ont été faites à l'échelle du Canada, on n'aurait pas d'effet de la réduction de travail de sol en général. Donc nous, dans les modèles qu'on utilise, on ne tient pas compte des pratiques de travail de sol sur les émissions de protoxyde d'azote. Dans des études plus récentes, il semblerait qu'il y ait des émissions supérieures quand on réduit le travail de sol, en particulier en semi-direct, au moins à court terme, mais il y a un gros bémol parce qu'on manque vraiment de beaucoup d'informations, notamment sur l'effet de ces pratiques-là à long terme, puisqu'on sait que ça permet d'améliorer la santé des sols, la structure des sols. Donc ça pourrait en fait être un effet à court terme documenté, mais pas nécessairement valable à long terme. Donc beaucoup d'incertitudes, ce qui fait qu'on ne prend pas en compte ces effets-là actuellement dans les émissions. Deuxième poste d'émission important après les sols, ça va être en importance la fabrication et l'utilisation de l'énergie. Dans nos données, c'est environ 14% des émissions d'un hectare de grande culture. On peut voir avec le graphique à droite, c'est une variabilité qui est encore une fois importante, mais qui est quand même en termes de proportion plus faible évidemment que ce qu'on avait avec les sols. Là, c'est assez évident. C'est 1 litre de diesel, c'est 3 kg équivalent CO2. 1 litre de propane pour le séchage, par exemple, du maïs, c'est 2 kg de CO2 ou un peu plus. Donc, qu'est-ce qui va expliquer la variabilité? On sait qu'au Québec, typiquement, c'est surtout le maïs qu'on va sécher. Donc, on semble avoir une petite corrélation entre, par exemple, la superficie cultivée en maïs et les émissions totales associées à la production et à la consommation d'énergie. Donc, c'est ça, c'est vraiment la machinerie et le séchage qui sont les principaux postes.
Troisième poste, la production des intrants. Donc là, c'est un poste qui ne se passe pas à la ferme, ça se passe dans les usines où on produit les engrais. Ça représente à peu près 10% des émissions d'un hectare de grande culture en moyenne pour nos 84 fermes. Là encore, ici, j'ai mis quelques références. On considère que produire et transporter 1 kg d'azote en moyenne en Amérique du Nord, en fonction du type d'engrais qu'on utilise, on parle à peu près de 3 kg équivalent de CO2, pour du phosphore 1,8, pour de la potasse 1,3. Et on voit aussi que, évidemment, ça varie d'une entreprise à l'autre. Il y a aussi inclus dans ce poste-là la production des semences et des pesticides, mais ça représente souvent une part plus faible que la production des engrais. Là aussi, plus la superficie cultivée en maïs gras est importante, souvent plus les quantités d'azote apportées en moyenne à l'échelle de la ferme sont plus élevées. Donc là, ici, on le voit avec le graphique. L'axe des ordonnées, c'est la quantité totale d'azote apportée, calculée sous forme, donc à la fois sous forme organique et minérale, ramenée par hectare, cultivé de la ferme, et on a en bas la part totale du maïs dans la superficie cultivée de la ferme. Ce qu'on a regardé aussi, puis ça c'est intéressant, c'est quand on est dans une entreprise qui produit des grains, mais qui a des animaux ou qui n'a pas d'animaux, qu'est-ce que ça change? Là ici, premièrement, quand on regarde la provenance de l'azote, pour les entreprises où on n'a pas d'élevage, c'est 51% de l'azote qui provient d'engrais minéraux. Ça veut dire quand même qu'on a 49% de l'azote qui provient de fumier. Et là, c'est quand même intéressant, c'est seulement 5% de nos entreprises sur les 84 qui n'ont pas recours au fumier. Ça veut dire que même quand on est en grande culture, les engrais de ferme, les lisiers, les fumiers, qui sont importés donc d'autres entreprises, représentent une part très importante de la fertilisation. Et ça, c'est quand même vraiment pas à négliger parce que s'il n'y avait pas d'entreprise en production animale à proximité de ces entreprises-là, elles ne pourraient pas avoir accès à des fumiers ou des lisiers. Ça veut dire qu'elles auraient encore recours davantage à des engrais minéraux. Par contre, on voit aussi que quand on ne prend que les entreprises qui ont des élevages, la part de l'azote qui provient des engrais minéraux chute à 33%, donc un tiers de l'azote provient des engrais minéraux, ça veut dire que c'est 2 tiers qui provient des fumiers. Puis si je le rappelle tout à l'heure, je l'ai mentionné, il y a un risque d'émission qui est plus faible de protoxyde d'azote quand on utilise des lisiers ou des fumiers versus des engrais minéraux en moyenne. Mais en plus, l'empreinte carbone de la production de ces sources de fertilisants est plus faible. Donc ça fait le tour pour la première partie qui était sur donc l'aspect plus émissions, portrait des émissions. Maintenant, on va passer deuxième petite partie du bilan, l'aspect séquestration de carbone. Donc là, on avait des données disponibles de matière organique des sols et de dynamique de matière organique des sols pour 48 des 84 entreprises pour lesquelles on a été capable de remonter dans le temps et de retrouver des analyses de sol en quantité suffisante pour être capable de brosser un portrait de ce qui se passe en termes de dynamique. À droite, ce qu'on voit sur le graphique, c'est que en moyenne, quand on fait la moyenne pour nos 48 fermes, on a une dynamique du carbone qui est positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos sols perdent plus de carbone qu'ils n'en accumulent. Donc en fait, le taux de matière organique des sols diminue. Et ça représente une émission additionnelle en moyenne de 0,6 tonnes par hectare, mais avec là aussi une très grande variabilité, puisqu'on a des fermes qui sont dans une dynamique inverse, c'est-à-dire qu'elles ont elles sont capables en fait d'accumuler de la matière organique dans leur sol, donc d'avoir un taux de matière organique qui augmente, ce qui représente un retrait de CO2 de l'atmosphère qui peut aller jusqu'à à peu près 2,5 tonnes équivalent CO2, alors qu'on a des entreprises qui sont dans une dynamique où elles en perdent de la matière organique jusqu'à un maximum de 6 tonnes équivalent CO2 par hectare. Donc vous voyez que c'est un point qui est vraiment hors norme, là, qui est même au-delà du box plot, mais donc une émission quand même importante qui provient des sols. Quand on fait la moyenne en tenant compte des superficies cultivées, encore une fois, pas simplement la moyenne de chaque ferme, mais la moyenne en tenant compte des superficies, on arrive à une émission additionnelle aux autres émissions dont j'ai parlé avant, équivalente à peu près 1,1 tonne équivalent CO2 par hectare, qui provient de la perte de matière organique. Quand on regarde en termes de fermes, j'avais analysé les données aussi d'un échantillon de fermes qui, aussi certaines fermes ne produisent pas de grandes cultures, c'est-à-dire utilisent la majorité de leur fourrage ou de leur production végétale pour alimenter leurs troupeaux. Donc dans cet échantillon-là, il y avait 72 fermes, dont certaines sont communes aux 84 fermes dont j'ai parlé avant. Mais dans cet échantillon de 72 fermes, on en avait 38 qui perdaient du carbone, à peu près 21 qui en moyenne avaient un taux de matière organique relativement stable, et seulement 13 qui étaient dans une dynamique d'augmenter leur matière organique.
avec aussi une vitesse à laquelle la matière organique évolue qui était différente, puisque les entreprises qui en perdaient avaient tendance à en perdre plus que les entreprises qui en gagnent. On parlait d'à peu près 450 kg de carbone, ici c'est pas du CO2, c'est du carbone, par hectare et par an perdu en moyenne par les 38 fermes, alors qu'on avait un gain pour les 13 fermes qui était autour de 250 kg de carbone. Ce qui nous faisait une tendance moyenne pour ces 72 fermes autour de 700 kg équivalent CO2, donc un petit peu moins élevé que la tendance des 48 fermes dont j'ai présenté avant. Probablement aussi parce que dans ces fermes-là, on avait peut-être plus de fermes qui avaient beaucoup de fourrage, ce qui fait que la tendance était un petit peu moins à la baisse. Deuxième poste lié à la séquestration de carbone éventuelle. Ici, on essaie de comptabiliser aussi quand un producteur plante des arbres dans des haies ou des arbustes dans des haies ou dans des bandes riveraines. On essaie d'estimer quel est le potentiel finalement de séquestrer du carbone ou de retirer du carbone de l'atmosphère, au moins de manière temporaire. Et donc là, on a 44 des 84 fermes qui ont réalisé des plantations. Et quand on fait la moyenne, ça nous amène à peu près 0,1 tonne équivalent CO2 par hectare quand on ramène ça à l'échelle de l'entreprise agricole et en particulier des superficies qui sont destinées à la vente. Ça varie entre 0 et 1,5 tonnes équivalent CO2, il manque le tonne équivalent CO2 par hectare ici. Mais par contre, si on tient compte, encore une fois, de la superficie de chacune de ces entreprises, en fait, c'est inférieur même à 0,1 tonne parce que les plus grandes entreprises ont tendance à en avoir un petit peu moins que les plus petites. Donc tout ça m'amène à conclure donc sur notre bilan carbone. Si on récapitule, on avait à peu près 3 tonnes équivalent CO2 quand on tenait compte des superficies de chaque entreprise, auquel il faut additionner en moyenne une perte de carbone des sols additionnelle donc de 1,1 tonne en moyenne, desquels on peut soustraire environ 0,1 tonne qui proviennent de la captation de CO2 par les arbres, ce qui nous amène à un bilan carbone net autour de 4,1 tonnes. Mais là aussi, ça c'est une moyenne. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de constater, quand je reviens à mes 48 fermes pour lesquelles j'avais l'information sur la dynamique de la matière organique du sol et éventuellement des arbres, quand on fait la moyenne sans tenir compte des superficies, on arrive à 3,4 tonnes équivalent CO2 par hectare de bilan carbone net. Et on voit avec le box plot en bleu, c'est extrêmement variable d'une ferme à l'autre. On a des fermes qui ont même quelques fermes, on voit, qui seraient avec un bilan inférieur à 0, ce que ça voudrait dire que ça serait quelques fermes qui théoriquement seraient carboneutres dans leur production végétale. Là, j'insiste sur le théoriquement, parce que toutes ces fermes-là qui ont un bilan en dessous de 0 sont des fermes qui ont aussi des productions animales. Et donc là, il peut y avoir un effet lié aussi à comment est-ce qu'on a séparé les émissions associées aux productions animales et aux émissions associées à la production végétale destinée à la vente. Il n'y a aucune de ces fermes-là qui est carboneutre pour l'ensemble de ces productions à l'échelle de la ferme. Là, ici, c'est seulement pour l'aspect production végétale. Mais on a aussi quelques fermes à l'extrême inverse qui ont un bilan supérieur à 5 tonnes équivalent. On voit même 6, 7, 8 tonnes, ça existe. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on est capable d'expliquer un peu plus encore ces disparités-là? Donc là, on va rentrer dans un volet qui est un petit peu plus statistique. C'est là où les collègues de l'Université Laval m'ont beaucoup aidé à faire des analyses. On a essayé de faire ce qu'on appelle une classification ascendante hiérarchique de nos données, c'est-à-dire d'essayer de faire des groupes d'entreprises qui ont un portrait ou un profil d'émissions similaire pour essayer d'analyser finalement qu'est-ce qui les différencie, ces groupes d'entreprises. Est-ce qu'on est capable d'identifier des facteurs qui expliquent ces différences d'un point de vue statistique? Donc là, on repart de notre échantillon initial de 84, pas initial, mais de notre échantillon de 84 fermes, et on regarde seulement les émissions. On voit que statistiquement, on obtient 4 groupes d'entreprises, les groupes 1, 2, 3 et 4 sur le graphique ici, avec un profil d'émissions en termes d'émissions par hectare, donc les émissions des sols, des engrais et des fertilisants. On n'a pas la partie séquestration de carbone ici. 4 groupes contrastés. Le groupe numéro 2, on va le présenter en premier, c'est un groupe de 22 fermes où on aurait des émissions en moyenne autour de 1 tonne, 1,2 tonnes équivalent CO2. Le groupe numéro 1 qui suit derrière, c'est 26 fermes avec des émissions autour de 2 tonnes équivalent CO2 en moyenne. Le groupe 3, 28 fermes avec à peu près 3,4 tonnes équivalent CO2. Et puis le groupe 4, dernier groupe, 8 fermes avec à peu près 5 tonnes équivalent CO2 par hectare. Quand on a regardé ces groupes-là, comment ils se différenciaient, donc on les retrouve ici, le groupe 1, 2, 3 et 4, avec les émissions totales. Évidemment, c'est les émissions des sols. Vous vous rappelez, c'était notre principal poste d'émission. Ce sont les émissions des sols qui
les différencie le plus. Et on peut voir quand les lettres sont différentes à côté des moyennes calculées. Donc par exemple, quand on dit A, B, C, D pour les groupes 1, 2, 3 et 4, ça veut dire qu'ils sont statistiquement différents. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les émissions des sols sont statistiquement différentes entre les groupes. Qu'est-ce qui explique cette différence? C'est déjà, premièrement, avec la ligne coefficient d'émission, ça c'était tout à l'heure ce qu'on appelait le EF base, c'est le pourcentage de l'azote qui risque d'être transformé en protoxyde d'azote. On voit que ce pourcentage est différent, par exemple, entre le groupe 2 statistiquement et le groupe 4. Pour le groupe 2, c'est 2,1% de l'azote qui risque d'être transformé en N2O, alors que pour le groupe 4, c'est 4%. Le groupe 3, lui, il est intermédiaire avec un pourcentage de 3. Et le groupe 1, lui, il est un intermédiaire. Il n'est pas statistiquement différent des groupes 2 et 3, mais il est différent du groupe 4 avec 2,4%. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de coefficient? Ben, c'est surtout la proportion de sols fins. Donc on voit qu'en fait, les 8 fermes du groupe 4, elles ont en moyenne 82% de leurs sols qui sont des sols fins, donc des sols très lourds, des sols argileux, alors que le groupe 2, lui, c'est 36% des sols de la ferme qui sont des sols lourds, ça veut dire qu'on a une majorité de sols plus légers ou des sols moyens. Le groupe 3 est intermédiaire à 48%, puis le groupe 1 à 32%, c'est le groupe qui a le moins de sols fins. On voit par contre qu'ils ont quand même un coefficient d'émission de protoxyde d'azote plus élevé. Ça veut dire que dans le groupe 1, on a probablement aussi des fermes qui sont dans des régions par rapport au groupe 2 avec un climat plus humide, ou dit autrement, le groupe 2, ce sont probablement des fermes qui sont dans des régions avec un climat plus sec, donc moins à risque d'émission de protoxyde d'azote, par exemple Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue. Quand on continue de comparer les groupes, on voit aussi que la quantité d'azote totale qui est apportée par hectare, donc en sous forme d'engrais minéraux et organiques, elle est différente entre nos groupes de ferme. Le groupe 4, c'est 160 kg d'azote, le groupe 2, c'est seulement 85 kg d'azote apporté au total. Le groupe 1, c'est 118 kg. Donc on a ces différences-là aussi vont expliquer les différences d'émissions des sols de manière importante. On voit aussi que la quantité apportée sous forme d'engrais minéraux, qui sont plus à risque d'émission de protoxyde d'azote, est plus élevée. On voit typiquement le groupe 2, c'est seulement 15 kg d'azote minéral apporté par hectare, alors que le groupe 4, c'est 89%. Donc là, c'est sûr qu'on devine aussi derrière ça que probablement ces fermes-là ne font pas les mêmes cultures. On voit aussi que par exemple entre le groupe 1 et 2, ce qui les différencie, c'était pas tant les types de sols, c'est peut-être un effet léger climat, mais c'est aussi une fertilisation différente. Et là, on le voit aussi quand on regarde quelles cultures font ces fermes-là. En fait, le groupe 2, c'est un groupe de producteurs qui ne font très peu de maïs, seulement 8% de leur superficie en moyenne, alors que le groupe 4, à l'inverse, c'est le groupe qui fait le plus de maïs. Le groupe 1 étant intermédiaire par rapport aussi au groupe 3. Inversement, le groupe 2, ce sont des entreprises qui font plus de plantes fourragères. Donc si on récapitule tout ça, on peut supposer que le groupe 2, ce sont donc des fermes qui sont dans des régions peut-être plus périphériques, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, des climats plus secs, des fermes qui font peu de maïs, qui font beaucoup de plantes fourragères, donc probablement des fermes aussi avec une double activité grande culture élevage, et aussi ce qui explique aussi peut-être qu'ils mettent moins d'azote. Inversement, notre groupe 4, ce sont des fermes avec des sols très lourds, avec beaucoup de maïs, peu de plantes fourragères. On est peut-être plus typique de fermes de régions centrales au Québec où on a plus de sols lourds aussi et qui font surtout beaucoup de grandes cultures. Donc on voit que ces groupes-là nous permettent aussi de dégager un peu des grandes tendances. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a essayé de regarder est-ce qu'on obtiendrait les mêmes groupes si on analyse juste les émissions ou si on analyse le bilan carbone au complet. Donc on a classifié les 48 fermes pour lesquelles on avait le bilan carbone complet sous forme de groupes. On a obtenu aussi 4 groupes. Et ensuite, on a comparé pour ces 48 fermes, est-ce qu'elles étaient dans le même groupe, tel que les analyses statistiques nous le proposaient, si on les analysait seulement pour leurs émissions ou pour émissions et séquestration de carbone. C'est-à-dire, est-ce que les fermes qui étaient très performantes avec peu d'émissions, elles se retrouvent toujours dans le groupe de tête ou pas. Et donc, quand on a comparé les groupes, ce qu'on a constaté, c'est que on avait 35% de nos fermes, nos 48 fermes, qui se retrouvaient dans le même groupe. C'est-à-dire, si elle était dans un groupe de tête, elle était toujours dans le groupe de tête, d'un point de vue émission ou d'un point de vue bilan carbone, ou si elle était dans plus un groupe de queue, elle était toujours dans un groupe de queue. On a 50% des fermes pour lesquelles on était dans un groupe soit légèrement différent, donc un groupe soit un peu mieux classé ou un peu moins bien classé. Et par contre, on a 15% des fermes dans lesquelles on était vraiment dans un groupe différent. C'est-à-dire que si on regarde juste les émissions, on peut avoir l'impression que l'entreprise a une empreinte carbone sur le climat qui est faible, mais quand on inclut la dynamique du carbone des sols,
elle est finalement plutôt dans un groupe de queue, ou inversement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fermes qui ont tendance à avoir peut-être des émissions assez élevées, par exemple au niveau de leur sol, mais qui sont capables de compenser beaucoup de ces émissions par une dynamique de la matière organique qui fait en sorte qu'elle séquestre du carbone. Donc la conclusion à laquelle on est arrivé quand même, c'est que dès lors qu'on est capable d'avoir des données sur la matière organique, des sols en particulier, c'est vraiment pertinent de faire un bilan carbone complet et de ne pas s'arrêter seulement à un portrait des émissions associées au sol. Au même titre qu'on a regardé un peu plus dans le détail ce qui se passait avec les émissions, avec Maël Derrien donc de l'Université Laval, dans le cadre de sa thèse de doctorat, on est en train d'essayer d'analyser est-ce qu'on peut aussi expliquer les dynamiques de matière organique différentes. Vous vous rappelez qu'on a des sols qui séquestrent la matière organique sous forme de matière organique qui s'augmente, et on a des sols pour lesquels on a une forte perte de matière organique. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que l'été dernier, on a sollicité les entreprises pour leur demander s'ils acceptaient qu'on partage leurs données à l'Université Laval. Et on a aussi, en même temps, été recueillir un peu plus d'informations encore sur les types de sols, la texture des sols, les pratiques culturelles des entreprises. Et on a créé une base de données dans laquelle on a à peu près 4500 analyses de sol rassemblées par champ, par texture de sol, avec une information sur les pratiques culturelles pour une cinquantaine de fermes. Donc on voit ici, c'est un petit graphique produit par Maël, où on voit la distribution de la matière organique. Donc on voit qu'on a des matières organiques relativement faibles, mais aussi pas mal de données avec des matières organiques assez élevées. On voit à droite qu'on a des textures, on a aussi un effet de la texture des sols, c'est-à-dire que les sols G1 qui sont et versus les sols G3, donc texture plus légère, plus lourde, on a des différences de matière organique importantes. Ce que Maël est en train de faire, c'est d'essayer de construire un modèle statistique qui, quelque part, essaye de prédire la dynamique de la matière organique. C'est un travail qui est en cours, mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers modèles qu'elle a fait, ce qui montre, c'est que, d'une part, on a une tendance générale dans notre échantillon, encore une fois, qui est à la baisse. Donc ça confirme les analyses qu'on avait déjà fait de manière préliminaire, mais aussi que finalement, suivant les pratiques des producteurs, on a une baisse qui est plus ou moins importante. Et typiquement, dans les entreprises qui ont plus de plantes fourragères dans les rotations, la baisse est moins rapide que dans les entreprises dans lesquelles on a moins de plantes fourragères. Ça ne nous surprend pas vraiment parce qu'au niveau des études qui avaient été faites au Québec, on avait déjà plusieurs indices de ça, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on le revalide encore une fois, on le confirme encore une fois avec notre échantillon d'entreprises et de données. Donc tout ça m'amène un peu à la dernière partie et un peu aux conclusions de ma présentation sur, une fois qu'on prend connaissance de ces données-là, comment est-ce qu'on peut essayer de s'améliorer? Puis là, ici, je vais simplement lister les pistes que les producteurs qui ont fait le bilan carbone envisagent, quelques exemples. C'est sûr que quand on prend conscience que 75% de nos émissions sont liées à la gestion de l'azote, ça ne fait que remettre de l'avant la nécessité de travailler sur la gestion de la fertilisation et si possible appliquer les principes des 4B, donc le bon produit au bon endroit au bon moment à la bonne dose. Et donc ça remet de l'avant des pratiques comme par exemple l'application de l'azote en bande, travailler aussi à essayer d'incorporer au maximum nos fumiers, ou en tout cas d'essayer de réduire les pertes à l'épandage. Il y a toute la question des inhibiteurs dont a parlé Chantal dans la présentation précédente, d'autres types de formulations. Donc en tout cas, toute une panoplie de choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer notre gestion de la fertilisation. Puis ça, c'est probablement notre meilleure piste pour essayer de réduire nos émissions au jour d'aujourd'hui. Évidemment, on peut travailler aussi à essayer de réduire la consommation d'énergie, mais aussi d'améliorer notre santé de sol, notamment en essayant de travailler à réduire les travaux de sol, diversifier nos rotations. C'est sûr qu'on le voit et ça a été aussi documenté dans beaucoup d'études, plus nos rotations sont diverses, avec des céréales, avec des plantes fourragères, moins nos émissions par hectare sont élevées. Et puis les cultures de couverture, c'est aussi un excellent allié pour être capable d'amener plus de matière organique, améliorer notre structure de sol, réduire les risques d'émissions de protoxyde d'azote. On en a parlé un petit peu, mais ça reste certainement un des leviers les plus prometteurs en termes de potentiel d'adoption, à mon avis, à l'échelle du Québec. Et puis, au niveau de l'énergie, c'est sûr que l'électrification des opérations, c'est peut-être quelque chose à plus long terme, mais on peut aussi le réfléchir, ne serait-ce que sur nos méthodes d'entreposage des grains, sur nos méthodes pour essayer de limiter le recours à de l'énergie fossile pour sécher les grains. Puis c'est aussi la réduction des travails de sol aussi, encore une fois, ça permet de jouer sur ce poste-là.
Et puis si on veut travailler à essayer d'améliorer nos taux de matière organique, tout ce qu'on peut faire pour essayer de maximiser le retour au sol de résidus, que ça soit des résidus de culture de couverture, de culture principale, nos apports de matière organique externe aussi ont de l'importance, les fumiers. Tout ce qui est culture pérenne, et on peut même jusqu'à aller parler d'agroforesterie, qui vont avoir un double effet potentiel sur la matière organique des sols, mais aussi sur le carbone que les arbres peuvent séquestrer, que ce soit des systèmes où on a des arbres, soit dans des zones plus inutilisées, découlées, etc., ou des brise-vents, des bandes riveraines. Donc tout ça va avoir quand même un effet tangible sur le climat. Donc, c'est ça en conclusion. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir toute cette diversité de situations. Et puis moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est de voir aussi que chaque bilan amène à un plan d'action différent. Les producteurs choisissent pas les mêmes actions en fonction de où est-ce qu'ils partent. Puis on a de plus en plus de connaissances qui nous permettent de réduire les gaz à effet de serre. Donc de plus en plus, on comprend qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui est défavorable. Et plus on en sait, plus on est capable d'en tenir compte dans la planification des activités de la ferme. Donc c'est des connaissances qui sont disponibles puis qui sont de plus en plus accessibles. Et c'est aussi des connaissances sur l'évolution du climat, parce que aujourd'hui, je vous ai parlé seulement de réduire les gaz à effet de serre, ce qui est une nécessité, c'est évident, pour contribuer à l'effort planétaire, mais s'adapter, c'est une obligation. Le climat, malgré nos efforts, va continuer à changer. On est capable de limiter l'ampleur du changement climatique si on est capable de faire des efforts pour réduire nos gaz à effet de serre, mais il reste pareil qu'on devra s'adapter. Donc là, je finis avec une invitation aux producteurs de contacter vos agronomes, contacter vos conseillers. On a les outils aujourd'hui et les connaissances pour faire pour faire des plans d'action, pour vous aider à lutter contre les changements climatiques. Donc sur ce, je vous remercie, puis je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions, puis échanger avec vous avec grand plaisir. Un grand merci, M. Delmotte. C'était très intéressant. Et puis, on a quelques questions là, qui sont déjà apparues dans le clavardage. Alors, je vais commencer immédiatement. Là, je vais commencer avec une première question. Premièrement, si vous voulez même revenir dans votre partage d'écran de tout à l'heure, on a quelqu'un qui nous demande si c'est possible de revoir l'image récapitulative. Donc, si vous voulez la mettre en attendant, comme ça, nos participants vont pouvoir Récapitulatif des pistes d'action ou oui, si je comprends bien, c'est ça que j'ai vu dans le clavardage, là, ça me semblait être ça. Oui, exact. En tout cas, c'est ma compréhension de la question. Puis je vais commencer avec la première question que j'ai pu voir apparaître dans le clavardage. Est-ce que l'analyse de carbone du sol faite directement, comparativement à prendre la matière organique des analyses de sol, pourrait changer l'analyse ou les conclusions des différents 4 groupes de fermes? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, là. Si vous voulez, je peux répéter la question. Je pense que je la comprends à peu près. OK. Nous, les données qu'on a analysées, ce sont des données associées en fait au prélèvement de sol que les producteurs doivent faire de manière régulière dans le cadre de leur plan agro-environnemental de fertilisation. Donc, ce sont des échantillons de sol qui sont envoyés au laboratoire d'analyse de sol, aux différents laboratoires qu'on a au Québec, dans lesquels la méthode la plus commune actuellement pour analyser ces échantillons en termes de matière organique, c'est une méthode en fait de combustion, c'est-à-dire qu'on va prendre l'échantillon de sol, on va le peser avant, on va le faire sécher, on va le peser avant, ensuite on va le brûler et ensuite on va le repeser. Ça va nous donner par différence la quantité de matière organique qui a brûlé. Mais en fait, ce qu'on dose, c'est du carbone. La matière organique, c'est quand même essentiellement du carbone. Donc, ça nous donne un indice qui est comme toute méthode d'analyse, finalement, c'est une estimation, mais c'est quand même relativement précis. Est-ce qu'on a un biais par cette analyse-là? Il y a certainement il y a plein de sources de biais possibles dans tout type d'analyse. Je pense pas qu'il soit plus grand que... En fait, j'ai du mal à voir quelle autre approche on pourrait utiliser d'analyse des échantillons qui nous donnerait directement le carbone. En tout cas, c'est ça. Je sais pas si ma réponse est claire, mais je pense que ça nous donne quand même un indice de la dynamique. Puis vous l'avez vu, là, j'ai pas mis 5 chiffres après la virgule dans mes estimations. L'idée, c'est vraiment d'avoir une estimation de la dynamique, pas de fournir un chiffre avec un niveau de précision. C'est ça. Avec ce type de données-là, on ne peut pas donner un chiffre qui est très précis. On peut donner une estimation d'une direction. OK. Merci beaucoup pour la réponse. J'en aurais une autre pour vous.
Donc, il existe différentes méthodes qui vont donner des résultats qui sont différents pour une même entreprise. Donc, est-ce que cette méthode pourrait être standardisée ou devenir un standard pour le milieu et comment qu'on pourrait y arriver à cette standardisation afin d'avoir quelque chose d'uniforme pour tous? Oui. Le comment on pourrait y arriver, c'est une bonne question parce que l'enjeu qu'il y a dans l'écosystème dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est que la question des gaz à effet de serre, elle est traitée à de multiples échelles par de multiples acteurs avec des objectifs différents. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par beaucoup d'organisations pour essayer justement de proposer des approches ou des standards mais qui, malheureusement, il n'y a pas une organisation qui a quelque part la légitimité qui serait reconnue par tous de dire voici la façon qu'il faut faire les bilans. Et typiquement, si on prenait l'approche qui est certainement la plus reconnue à l'échelle mondiale, qui est l'approche du GIEC, on aurait une estimation de gaz à effet de serre pour notre contexte ici au Québec qui serait beaucoup moins précise que celle qu'on a aujourd'hui, en tenant compte des connaissances qu'on a développées au Canada, par exemple, sur les émissions de protoxyde d'azote des sols. Le modèle du GIEC est beaucoup moins précis à être capable de donner des différences entre les types de sols, entre les climats, que le modèle qu'on utilise dans notre calculateur agriclimat, parce que c'est un modèle qui est applicable à l'échelle mondiale. Donc on a toujours cet enjeu de, si on voulait un standard, ça serait un standard pour qui, à quelle échelle. Un standard à l'échelle mondiale va nous donner quelque chose de moins précis, un standard à l'échelle du Québec nous donne quelque chose de plus précis, mais difficilement comparable avec un outil qui serait développé par exemple en Europe et qu'on voudrait utiliser au Québec. Nous, l'approche qu'on a choisie, c'est justement une approche scientifique, d'avoir un comité scientifique qui nous aide à faire des choix, et avec une deuxième approche qui est d'être transparent, c'est-à-dire de dire, ben, voici les approches qu'on utilise, de sorte que ça peut être réplicable, n'importe qui peut prendre les mêmes modèles que nous pour faire un bilan qui va être comparable au nôtre. Maintenant, je pense que si on voulait avoir une méthode standardisée au Québec, ça pourrait revenir au gouvernement, par exemple, de dire ben, voici l'approche qu'on recommande. On a fait des démarches, nous, dans ce sens-là, Agriclimat, auprès du gouvernement pour voir si c'était dans les intentions du gouvernement de proposer un standard qui serait reconnu par tous. On n'a pas eu cette information-là au jour d'aujourd'hui. Là, ça semble pas être dans les cartons. Donc, nous, on propose une façon de faire, on la partage, on l'explique. Si d'autres veulent l'utiliser, c'est tout à fait possible. Mais c'est ça, nous-mêmes, on n'a pas ce pouvoir-là d'aller dire voici la façon qu'il faut faire. On n'a pas non plus la légitimité comme organisme à but non lucratif. Maintenant, typiquement, quand on parle de grande culture, moi, je ne m'attendrais pas à des énormes différences entre différents calculateurs parce que le niveau de connaissance qu'on a et la complexité d'un bilan de grande culture, c'est quand même pas très élevé. C'est plus quand on est dans les productions animales que là, il peut y avoir vraiment des différences, par exemple sur les modèles de fermentation entérique ou les modèles associés à la gestion des lisiers. Mais je pense qu'au Canada, j'ai l'impression que la plupart des organismes qui proposent de faire des bilans utilisent à peu près les mêmes méthodes pour le faire, c'est-à-dire les méthodes de l'inventaire canadien, essentiellement. OK. Merci beaucoup pour la réponse. Et puis, on aurait peut-être le temps pour une petite dernière question. Là, je suis désolée pour les autres là, qui en demandent, mais là, on doit terminer à 10h15. Pensez-vous que la ferme carbonaute est possible au niveau des sols et plus précisément pour une ferme où le climat est plus humide? Mais de manière, si on, la carboneutralité, ça veut dire, si je reviens avec mon schéma de bilan carbone, ça veut dire qu'on annule l'ensemble des émissions qu'on a par de la séquestration de carbone. Mais c'est pas on le fait une fois dans le temps, c'est qu'on le fait de manière permanente dans le temps. Et donc déjà, d'un point de vue simplement physique, il faut réaliser que ça n'est tout simplement pas possible d'augmenter la matière organique de manière permanente et de manière illimitée dans le temps. Quand on adopte une pratique qui fait en sorte que notre matière organique de notre sol va augmenter, notre matière organique va augmenter jusqu'à atteindre un certain plateau lié à l'équilibre qui va se créer entre l'apport de matière organique et la minéralisation de la matière organique par les bactéries notamment. Ce qui fait en sorte que même notre capacité à séquestrer de la matière organique de manière additionnelle dans le sol, elle est finie dans le temps. Au bout d'un moment, on atteindra un plateau, ce qui fait que les émissions résiduelles, celles qu'on n'aura pas été capable de réduire, même en mettant en œuvre les meilleures approches de fertilisation, il va toujours rester des pertes de protoxyde d'azote.
on sera jamais capable de les compenser par une séquestration additionnelle, puisque à un moment ou à un autre, on va atteindre un plateau. Donc la carboneutralité, d'un point de vue, en tout cas théorique, pour moi, à l'échelle d'une entreprise agricole, c'est de toute façon inatteignable de manière permanente dans le temps. Ça peut l'être de manière temporaire et ponctuelle. Un producteur est capable une année ou quelques années de compenser ses émissions parce qu'il a une forte augmentation de matière organique, mais on sait que c'est temporaire. Or, ce qu'on a besoin comme société, c'est de viser vers une carboneutralité collective, en fait, collective et permanente, là. Donc, de toute façon, en agriculture, on doit faire notre part, on doit absolument réduire nos émissions. On peut travailler à essayer de maximiser, améliorer notre matière organique pour essayer de limiter nos pertes, parce que je pense que c'est déjà notre objectif au Québec, là. Avant de dire qu'on va compenser nos émissions par nos sols, il faut déjà qu'on soit capable d'en perdre moins, parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est déjà une émission. Mais il va falloir de toute façon qu'à l'échelle planétaire, on ait d'autres mécanismes pour venir compenser ce qu'on n'aura pas été capable de réduire. OK. Merci. Merci beaucoup. C'était très clair. Je vous remercie énormément, M. Delmotte, d'avoir été avec plaisir. nous ce matin. Très, très belle présentation. Nous sommes de retour pour la suite de ce webinaire. Nous allons maintenant passer à la troisième conférence qui sera présentée par M. Frédéric Pelletier, ingénieur au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. J'invite M. Pelletier à ouvrir sa caméra et son micro. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour. Notre conférencier est ingénieur à la direction du marché du carbone. Pendant 15 ans, il a travaillé comme professionnel de recherche à l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, notamment dans la qualification et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la valorisation et le traitement de fumier aussi. Il nous présente ce matin le secteur agricole et le marché du carbone, options et l'impact. Je laisse la parole à M. Pelletier. Alors, bonjour tout le monde. Merci au comité organisateur pour l'invitation pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, la présentation, c'est vraiment secteur agricole et marché du carbone, options et impact. Vous allez voir qu'il y a un S à marché du carbone, options et à impact aussi, parce qu'il y a plusieurs marchés du carbone, puis tous ces marchés-là ont différentes options, différents impacts pour les producteurs agricoles. Ça fait quelques fois que je fais la présentation, c'est suite à différentes questions qu'on avait là, des différents acteurs du marché, que ce soit les producteurs, l'UPA ou les transformateurs agroalimentaires. Donc, j'ai monté la présentation il y a de ça quelques mois, puis ben, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est les différentes options. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde? Un peu un portrait là, du secteur agricole québécois, puis un exemple de la production laitière, là, quand on applique les différentes options de marché du carbone. Qu'est-ce que ça serait l'impact là, sur une ferme ou sur le secteur laitier? Je n'ai pas la prétention de faire de vous des experts, c'est des sujets qui sont relativement complexes. Fait que c'est juste un tour d'horizon. J'ai fait des exemples là, j'ai simplifié pour permettre là, à tout le monde d'un peu mieux de comprendre. Fait que si on regarde les différentes options pour débuter, lorsqu'un producteur agricole, peu importe là, le type de production qu'il fait, veut monnayer ses réductions d'émissions de gaz à effet de serre, il y a 3 options qui s'offrent à lui, soit le marché du carbone réglementé, donc participer au protocole de crédit, s'inscrire sur un protocole de crédit compensatoire s'il existe, puis vendre ses réductions comme crédit compensatoire là, à des entreprises assujetties au marché du carbone, soit des industriels ou soit des distributeurs de carburant. La deuxième option, c'est de vendre les crédits, encore là par un protocole de crédit compensatoire, sur le marché volontaire. Ici, ben là, les acheteurs, ça peut être n'importe qui, ça peut être des institutions, des compagnies d'informatique, des familles ou des gens qui veulent tout simplement compenser leurs émissions lors d'un voyage en avion, par exemple. La troisième option qui s'offre aux producteurs, c'est la compensation carbone intégrée, ce qu'on appelle en anglais le insetting. Dans ce cas-ci, c'est les transformateurs agroalimentaires. Les transformateurs, ceux qui achètent le lait des producteurs pour le transformer en différents produits,
Donc, c'est ça. J'étais à compensation carbone intégrée. Dans ce cas-ci, c'est les transformateurs agroalimentaires qui vont récompenser directement les producteurs qui sont les fournisseurs de lait ou de grains qui vont récompenser. C'est eux qui vont récompenser là, directement les producteurs pour leur réduction d'émissions. Puis ce que ça va permettre aux transformateurs, c'est de pouvoir vendre un lait carboneutre, puis de le distribuer de cette façon-là, puis d'en faire la promotion. Ce qui se passe ailleurs dans le monde, un tour d'horizon relativement rapide, il y a des marchés du carbone qui sont en développement, qui sont implantés un peu partout dans différents pays. Nous, on va regarder principalement là, pour le secteur agricole. Je vais regarder ce qui se passe un peu là, en Amérique du Nord. Je vais parler un peu de l'Alberta. De ce qui se passe aux États-Unis. Il y a la Californie aussi qui émet des crédits compensatoires. Un peu ce qui se passe en Europe. La France, le Danemark, quelques exemples. L'Amérique latine relativement rapidement. Puis, je vais vous parler aussi là, de ce qui se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au Canada, il y a le système fédéral qui s'applique là, pratiquement dans toutes les provinces à différents niveaux. Mais il n'y a pas encore de protocole de crédit compensatoire qui ont été développés, qui sont encore actifs là, au niveau fédéral. Ça s'en vient pour la fermentation entérique, mais ce n'est pas encore en application. La seule province qui a des protocoles de crédit compensatoire qui sont applicables là, pour les producteurs agricoles, c'est l'Alberta qui avait développé ça depuis plusieurs années. Jusqu'à maintenant, on voit sur le tableau, il y a 139 projets qui ont été développés par les producteurs agricoles, qui ont généré un peu plus de 18 millions là, de crédits compensatoires jusqu'à maintenant. La majeure partie des crédits compensatoires ont été octroyés là, pour les protocoles de travail réduit du sol. C'est pratiquement 99,9 % des crédits. C'est écrit que c'était jusqu'en 2021 parce que, bon, c'était surtout pour ce qui favorisait, c'était l'adoption de semi-direct. Ce que ça a fait, c'est que avec les années, il y a de plus en plus de producteurs qui ont adopté le semi-direct là, dans l'Ouest canadien, en Alberta. Fait qu'ils sont aperçus que, vu que maintenant, pratiquement tout le monde le faisait, mais ils ne donnaient plus de crédit compensatoire là, pour l'adoption du travail réduit du sol. Un peu un exemple, là, ce que ça pouvait donner là, pour une ferme moyenne en Alberta, 2800 hectares. Si les crédits étaient à 30 $ par tonne d'équivalent CO2, ça pouvait donner entre 2,80 et 5,58 là, par hectare. Aux États-Unis, c'est les marchés volontaires qui dominent. Il y en a beaucoup. Il y a des exemples à l'écran. Le 3/4 de ces marchés-là n'existaient pas il y a 5 ans. Il y en a probablement des nouveaux depuis dans la dernière année. Il y en a de toutes sortes qui s'appliquent à plusieurs niveaux. Il y en a que c'est juste pour les producteurs de bovins. Il y en a que c'est juste pour les producteurs de grains. Il y en a de tous les types. Il y a 2 ou 3 ans, l'administration, le précédent président avait voulu essayer de faire un peu de ménage là-dedans puis essayer d'aider les producteurs. Il avait demandé au USDA de favoriser là, le développement des marchés volontaires, de faire un peu le bilan puis de retravailler ça pour aider les producteurs. C'est sûr que là, avec l'actualité, j'ai un peu l'impression que ce projet-là est mort, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression, par contre, que les marchés volontaires vont cesser aux États-Unis. On voit un peu le bilan là, des 10 dernières années. Il y avait environ 10 millions de crédits compensatoires qui avaient été octroyés aux États-Unis. La majeure partie de ces 10 millions-là, 8,9 millions, c'était pour le protocole de captage et de destruction du méthane qui avait été octroyé là, dans le marché réglementé de la Californie. L'Union européenne, eux, ils essaient de développer, il n'y a pas rien présentement qui oblige les producteurs agricoles à participer à un ou l'autre des marchés du carbone, mais ils regardent, sont en réflexion là, pour établir un marché du carbone pour le secteur agricole. C'est toujours en réflexion là, à savoir s'il allait inclure toutes les productions, seulement les productions bovines
Seulement les tourbières, les fournisseurs d'intrants ou les transformateurs, avec ou sans aussi un système là, pour récompenser les séquestrations du carbone. Il y avait un rapport qui avait été produit en novembre 2023. Ils sont supposés, c'est toujours en réflexion, mais la suite est prévue là, pour à l'été 2025. Si on regarde en France, c'est le ministère de l'Écologie. Ils ont décidé, eux, de développer des protocoles de crédits compensatoires et les rendre disponibles là, au marché volontaire. Fait eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont développé pour différents secteurs. Il y a 4 protocoles de crédits compensatoires qui s'appliquent au secteur agricole. Pour les bovins, les grandes cultures, la fertilisation azotée, puis la gestion du méthane. Jusqu'à présent, il y a 161 projets d'inscrits, puis un potentiel là, de réduction, un potentiel de 3 millions de crédits. Il n'y a aucun de ces crédits-là qui a été émis encore, c'est juste que les projets sont commencés. Puis peut-être qu'un jour, ben là, les producteurs vont pouvoir vendre là, ces 3 millions de crédits-là. Le Danemark a annoncé l'été passé là, une approche différente. Eux, ils vont imposer un coût par tonne à partir de 2030, un coût qui va représenter, là, après les déductions fiscales, 24 $ la tonne en 2030, puis qui va monter à 59 $ canadiens en 2035, ce qui va représenter, là, comme que j'ai montré sur le tableau, environ 100 $ par vache en 2030, 270 en 2035 ou 3,50 par part produit en 2030 jusqu'à 9 $ la tonne en 2035. En Amérique latine, le portrait est un peu différent. Encore là, c'est les marchés volontaires, mais un peu structurés un peu d'une façon différente. C'est souvent les banques de développement ou des organismes qui vont développer des protocoles de crédits compensatoires, vont contacter directement les producteurs agricoles, les aider dans la réduction d'émissions, puis vont acheter et revendre les produits des producteurs. Fait que c'est un genre de protocole clé en main qui vont cibler pour différentes productions, comme pour les productions de café, par exemple. L'Australie, il n'y a pas de marché du carbone réglementé, c'est vraiment les marchés volontaires, un peu comme aux États-Unis. Puis eux, ils ont développé plusieurs protocoles de crédits compensatoires qui sont applicables au secteur agricole, dans la gestion des effluents, la gestion des troupeaux de bovins laitiers, la séquestration des sols, la fertilisation, puis la gestion des nitrates là, en production bovine. Dernièrement, jusqu'en février 2025, pour le secteur agricole, il y avait 789 projets qui avaient été développés. Ils ont émis un peu plus de 2 500 000 crédits. Et la moitié de ces projets-là ont été générés par dans des projets de gestion de troupeaux là, en production bovine. La Nouvelle-Zélande, eux, il y a une approche un peu différente. Ils avaient essayé de développer un système relativement complexe. Là. Ils voulaient assujettir tous les producteurs agricoles à un marché du carbone. Il y a eu un changement de gouvernement à l'automne dernier. Les conservateurs sont rentrés, fait qu'ils ont tout mis ça à la poubelle, fait qu'il n'y a plus rien qui va être obligé aux producteurs agricoles. C'est toujours en réflexion. Ce qui arrive avec la Nouvelle-Zélande, c'est que le portrait du pays est un peu différent. Généralement, dans les pays développés, comme on voit au Canada, aux États-Unis, puis en Europe, l'agriculture va représenter à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre d'un pays. En Nouvelle-Zélande, on est plus autour de 50%, même un peu plus. Fait que ce qui fait, c'est qu'eux, ils avaient déjà développé un système de marché du carbone pour les industries puis la gestion de l'énergie. Ils voulaient inclure les productions agricoles. Depuis 2015, ils ont fait plusieurs itérations. Là, au début, les producteurs agricoles étaient traités comme des industries dans le marché du carbone. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé par la suite d'assujettir les transformateurs agroalimentaires. Ça n'a pas marché non plus. La dernière option, c'était une approche un peu plus spécifique là, par gaz, par ferme. Ça aussi, ça a été rejeté. Fait que pour l'instant, les producteurs agricoles ne sont pas assujettis là, au marché du carbone. Puis il n'y a pas de marché volontaire non plus. Ce qui m'amène à la compensation carbone intégrée.
c'est pour répondre là, aux objectifs de carboneutralité. Il y a plusieurs organismes, mais le gouvernement fédéral aussi a parti l'année dernière, je pense, le défi carboneutre pour les entreprises. Les Nations unies aussi ont un objectif là, de Race to Zero. Ce qui arrive dans la compensation carbone intégrée, on le voit ici, c'est l'exemple d'AgroPure qui s'est engagé là, à réduire ses émissions. Bon, on voit, c'est en anglais, là, mais c'est le scope 1, scope 2. Scope 1, c'est les émissions d'une usine de transformation. Le scope 2, ça va être les émissions de l'énergie utilisée par l'entreprise. Puis le scope 3, c'est la portée 3, c'est les émissions là, des produits qui sont, fait que le lait qui est fourni par les producteurs agricoles, qui est vendu à AgroPure. Donc, AgroPure s'est engagé à réduire les émissions de portée 3 de 24 d'ici 2031. Donc, les producteurs agricoles qui vont fournir du lait à AgroPure vont devoir là, réduire leurs émissions de 24 d'ici 2030. Même chose ici, un autre exemple, c'est General Mills qui s'est aussi engagé. Là. General Mills est un peu plus petit là, transformateur au Québec, un peu moins de part de marché. Mais eux aussi là, sont engagés à réduire leurs émissions là, de portée 3, donc les émissions du lait fourni par les producteurs d'une valeur de 30 d'ici 2030. Fait, comme j'ai mentionné un peu, là, la portée 1, c'est vraiment les émissions directes là, de la transformation du lait. La portée 2, c'est les émissions de l'énergie. Puis la portée 3, ben là, j'ai parlé aussi des émissions en amont. Ça peut être les émissions en aval aussi de la distribution du lait. Il y a différentes méthodes de calcul qui existent pour ça. Il y a différents groupes dans le monde là, qui ont développé. Ce qui est plus utilisé, c'est les méthodes là, du GHG Protocol. Donc, la portée 1, les émissions de la transformation, portée 2, portée 3. Quand on arrive aux émissions de la portée 3 à la ferme, là, ça explose un peu les méthodes de calcul parce que le secteur agricole est un peu particulier. Il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs méthodologies. Donc, il y a plusieurs guides pour estimer là, les émissions et les réductions qui sont faites, là, les émissions de gaz à effet de serre, les réductions qui sont faites là, à la ferme. Différents guides là, qui ont été plus spécifiques pour la séquestration. Puis même aux États-Unis, ils ont développé un guide là, justement pour les transformateurs laitiers pour faire les inventaires de gaz à effet de serre là, de portée 1, 2 et 3 là, pour les transformateurs laitiers. Une chose qui est importante, c'est que le double comptage n'est pas permis. On va le voir plus loin dans l'exemple de la production laitière. Mais double comptage, c'est la double délivrance. Un producteur agricole ne peut pas vendre des crédits sur le marché réglementé puis les revendre sur le marché volontaire. Même chose pour un transformateur laitier qui voudrait faire de la compensation carbone intégrée, mais ne peut pas utiliser les réductions qui ont déjà été vendues là, sur un autre marché du carbone. Si on regarde les particularités là, un peu du secteur agricole québécois, au Québec, il y a environ 28 000 fermes. Les émissions, on voit dans l'inventaire les émissions à la fête de l'ensemble des fermes, c'est pratiquement 8 millions, 7,9 millions. À ça, il faut ajouter les émissions des carburants et combustibles, qui est environ 2 millions. Donc, on a une moyenne pour les fermes d'environ 350 tonnes d'équivalent CO2 par ferme, qui est relativement faible là, par rapport aux autres industries. On voit que ça peut varier beaucoup d'une ferme à l'autre. Pour une ferme porcine, naisseur-finisseur, moyenne, c'est de 800 à 1500 tonnes d'équivalent CO2 par année, tout dépendant là, si le producteur est propriétaire ou pas là, des terres pour produire des grains. Une ferme laitière
Ferme moyenne laitière d'environ 70 vaches en lactation, c'est de 600 à 700 tonnes par année. Puis une ferme en grande culture là, de 334 hectares, c'est environ, on parle de 500 à 800 tonnes par année, là, tout dépendant là, des types de culture et des superficies. L'année dernière, les producteurs laitiers ont annoncé qu'ils allaient être carboneux d'ici 2050. Ça veut dire qu'ils vont essayer de réduire leurs émissions. Évidemment, en 2050, il va rester des émissions résiduelles, mais normalement qui devraient être compensées là, par de la séquestration. Ils ont dans leur plan, là, il y avait différentes façons pour y arriver. Ça va être à voir. Si on parle de la séquestration du carbone, il y avait un rapport qui avait été produit là, pour le MAPAC, qui avait été produit par l'Université Laval pour le MAPAC l'année dernière. Si on prend l'exemple des cultures de couverture qui pourraient là, permettre de séquestrer 0,3 tonnes de carbone par année ou l'équivalent d'1,1 tonne d'équivalent CO2 par année dans les sols, par hectare. Donc, si cette réduction-là est vendue à, par exemple, 30 $ la tonne, ce qui pourrait représenter le 33 $ à l'hectare pour un producteur. Si on regarde dernièrement, le ministère de l'Environnement pour le marché du carbone a publié le protocole sur la biométhanisation. Donc, si une ferme laitière qui produit environ 3000 tonnes de fumier va permettre, si tout ce fumier-là est biométhanisé, c'est possible de produire du GNR, du gaz naturel renouvelable. Puis cette production-là pourrait permettre une réduction d'émissions à l'entreposage équivalente à environ 115 tonnes d'équivalent CO2. Puis ces 115 tonnes-là pourraient être revendues par le producteur ou utilisées dans le calcul pour la carboneutralité. Et si on regarde, mettons, un exemple de la production laitière, c'est un exemple relativement simple. Là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des facteurs d'émission moyens que j'ai appliqués à une ferme laitière de 100 vaches avec 70 animaux de remplacement. Donc, présentement, dans la situation actuelle, dans mon exemple, la ferme émet 450 tonnes d'équivalent CO2 au bâtiment. La gestion des fumiers émet 115 tonnes, puis la gestion des sols, 435 tonnes d'équivalent CO2 pour un total de 1000 tonnes d'équivalent CO2. La ferme produit 1 million de kilos de lait. C'est relativement simple. Là. Ici, il y a 290 hectares, là, un tiers en foin, un tiers en maïs, puis un tiers en autres cultures. Donc, on voit un peu là, les différents facteurs que j'ai utilisés là, pour arriver aux émissions. Fait qu'à la fin, on a une ferme qui produit 1 million de kilos de lait qui émet 1000 tonnes d'équivalent CO2. Donc, l'intensité de la production, c'est 1 kg d'équivalent de CO2 par kilo de lait pour cette ferme-là. La ferme va faire des projets de réduction. Donc, au bâtiment ici, on passe de 450 à 315 tonnes d'équivalent CO2. Pour la gestion des fumiers, on passe de 115 à 0. Puis pour la gestion des cultures, on passe de 435 à 345 tonnes d'équivalent CO2, ce qui fait un total de 660. Comment j'ai fait ça? Ben, j'ai appliqué différents facteurs. C'est seulement des réductions d'environ 10 à 15 de ce qui est sur des réductions relativement connues là, sur des protocoles ou des technologies qui pourraient être applicables par les producteurs. Donc, pour la fermentation entérique au bâtiment, réduction de 70 tonnes, puis différents gains d'efficacité aussi là, pour les vaches puis les animaux de remplacement. À l'entreposage, c'est soit la réduction se fait soit par la destruction du méthane ou par un projet de biométhanisation. Ensuite, au champ, c'est différents gains d'efficacité, de gestion d'engrais. Puis, combiné à tout ça, il va y avoir de la séquestration là, sur 2 tiers là, des superficies en culture par l'utilisation ici là, de cultures de couverture. Bon, pourquoi juste 2 tiers? Ben là, c'est évident, là, on ne peut pas faire là, de culture de couverture sur une superficie en foin. C'est pour ça qu'il y a de la séquestration juste sur 2 tiers des superficies. Au total, ça donne des réductions
réduction directe de 350 tonnes d'équivalent CO2, puis on ajoute 210 tonnes là, de séquestration. Là, ce qu'il faut faire, il faut faire la différence là, entre inventaire et carboneutralité. Dans l'inventaire, c'est la photo. C'est ce qui apparaît là, comme dans l'inventaire québécois là, des émissions de gaz à effet de serre. Fait que dans la situation actuelle, on avait notre ferme qui émettait 1000 tonnes. Fait que dans les 3 catégories, là, pour le secteur agricole, il va y avoir fermentation entérique, on va avoir 450 tonnes, la gestion du fumier 115, puis la gestion des sols 435, ce qui donne 1000. Après les différents projets de réduction, mais dans nos catégories, on va toujours voir pour la fermentation entérique 315 tonnes, pour la gestion des fumiers 0 et pour la gestion des sols 345. La séquestration n'apparaît pas directement dans le secteur agricole, elle va apparaître dans un autre secteur, dans la gestion des sols. C'est pour ça qu'on ne la voit pas là, dans la catégorie là, agriculture. Fait que lorsqu'on vise la carboneutralité, ben, dans la situation actuelle, on a notre ferme qui émet 1000 tonnes. Après certaines réductions, elle émet 660 tonnes. Il y a 210 de séquestration, ce qui fait un bilan de 450. 660 moins 210. Puis éventuellement, lorsqu'elle aura atteint la carboneutralité, ben, il va toujours probablement rester certaines émissions résiduelles, mais qui vont être compensées par de la séquestration. Donc, le bilan, 250 moins 250, le bilan ici est à 0. La ferme est carboneutre. On voit ce que je disais, comme je disais tantôt dans l'inventaire, dans la situation actuelle, c'est 1000. Après réduction, 660. Puis on va toujours voir dans l'inventaire qui va être publié à chaque année. Même si la ferme a atteint la carboneutralité, il va rester 250 tonnes d'équivalent CO2 dans l'inventaire. Pour ce qui est de notre kilo de lait, de son intensité, bien, il va passer de 1 aujourd'hui, puis pour éventuellement être à 0 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait lorsque la ferme va avoir atteint la carboneutralité. Là, pour essayer de comprendre tout ça, ici, j'ai fait un secteur agricole parce que là, c'était en lien avec les intentions des producteurs de lait de devenir carboneux d'ici 2050. Fait qu'ici, j'ai développé un secteur avec 4 fermes. C'est pour un peu faciliter la compréhension de l'exemple. Dans la situation ici, on a nos 4 fermes qui sont à 1000 tonnes d'équivalent CO2. Éventuellement, il y en a qui vont faire des réductions, mais pas tout le monde, puis pas toutes à la même vitesse. Fait que le producteur A ici a fait certaines réductions. Il émet toujours 750 tonnes. Il fait 250 tonnes de projets qui permettent de séquestrer 250 tonnes d'équivalent CO2. Donc, son bilan est à 500. Le producteur B, lui, a déjà atteint la carboneutralité. C, il reste encore quelques émissions. Le producteur D, lui, a atteint la carboneutralité. Donc, le bilan du secteur ici est à 750 tonnes. Par contre, dans l'inventaire, on va voir 2000 tonnes, qui est la somme des émissions là, en vert. Puis le kilo de lait ici, pour l'ensemble du secteur, qui est le kilo de lait qui était à 1 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait, maintenant rendu pour ce secteur-là à 0,2 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait. Lorsque le secteur va avoir atteint la carboneutralité, encore là, il va peut-être avoir des producteurs qui vont avoir encore des émissions positives. Il y en a qui vont peut-être être dans le négatif, il y en a qui vont être à 0. Donc ici, pour mon exemple, l'ensemble du secteur émet 0, est carboneux. Donc, le kilo de lait ici est passé de 1 à 0 kg de CO2 équivalent. Le titre de la présentation, c'était marché du carbone, options et impacts. Fait que là, ici, c'est un peu les impacts. Fait que si on a notre secteur qui est carboneux, mais s'il y a différents producteurs ici qui ont décidé de vendre leur réduction sur le marché du carbone réglementé, qui ont appliqué sur différents protocoles de crédit compensatoire. Donc, les producteurs A et B ici, au lieu de conserver leur réduction, ont vendu leur réduction à un industriel. Donc, producteur A, il y avait 250 tonnes de réduction, il a vendu ses réductions. Puis, producteur B aussi, lui, il avait 750 tonnes de réduction. Puis, il a vendu ses réductions là, sur le marché du carbone.
à une industrie là, qui émettait 12 000 tonnes. Donc, ce qui arrive, c'est que pour le producteur A, son bilan passe de 500 à 750, et pour le producteur B, qui avait un bilan négatif de moins 250, est maintenant rendu avec un bilan de 500 tonnes. Ce qui fait que le bilan du secteur augmente et que dans ce cas-ci, ben, on avait un kilo de lait qui était à 0 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait, rendu maintenant à 0,25. Donc, le secteur est plus carboneutre parce que différents producteurs ont vendu leur réduction sur le marché réglementé. L'impact est le même si les réductions sont vendues sur le marché volontaire. Il n'y a pas de différence. Le bilan est toujours à 1000 et les émissions là, de notre kilo de lait sont toujours de 0,25. La seule différence, c'est qu'au lieu que ce soit une industrie, c'est un peu n'importe qui là, qui peut acheter les réductions des producteurs. Fait que si on revient à la compensation carbone intégrée, on a notre secteur. Il n'y a personne qui a vendu ces réductions sur les marchés du carbone volontaire ou sur le marché du carbone réglementé. C'est le transformateur de lait dans ce cas-ci qui va acheter les 4000 kg de lait qui sont carboneutres. Il va les transformer en fromage. Donc, il va avoir 4000 tonnes de réduction. Il va vouloir, s'il veut ou pas, récompenser ses producteurs, les producteurs qui lui fournissent le lait. C'est lui qui va directement les récompenser. Ça représente ici, dans ce cas-là, s'il veut récompenser les producteurs à 20 $ la tonne, ça représente 0,2 $ par kilo de fromage ou 2 $ par hectolitre de lait. C'est vraiment le transformateur là, et les producteurs qui vont s'arranger entre eux. Fait que dans ce cas-là, le transformateur va pouvoir faire la promotion ici de fromage carboneutre et le distribuer de cette façon-là. Le transformateur, lui aussi, peut être carboneutre. Bien, l'usine peut être carboneutre, mais il ne peut pas utiliser là, les réductions là, de ses producteurs. Il va falloir qu'il trouve une autre façon là, d'être carboneutre par d'autres moyens. On se fait souvent demander la question, mais qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui empêche de faire un peu n'importe quoi? Ben, c'est que tout se sait, tout finit par se savoir. Il faut faire attention. Tout ça est surveillé. J'avais parlé que le double comptage était interdit. Ben, c'est un peu tout ça. Là. Fait que c'est pas tout qui est permis. Puis souvent, là, il y a beaucoup de gens qui vont refaire les calculs, tout ce qui est marché du carbone. C'est très politisé ou ça interpelle beaucoup de gens. Fait que faut faire attention. Faut pas se prétendre carboneutre. Puis si on ne l'est pas, parce que c'est clair que tout ça va se savoir. Fait que ça conclut un peu la présentation. Fait que l'objectif, là, c'était vraiment là, de présenter, faire un tour d'horizon de ce qui se fait, puis de vous présenter là, les différentes options de marché du carbone. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, en fait, je vous remercie beaucoup, M. Pelletier, pour Ouais. votre présentation. Je vais enchaîner maintenant avec une première question qui provient du clavardage. Ouais. La première question, ça serait: où commence le berceau pour l'unité fonctionnelle de 1 kg livré? Oui. Ben, ici, dans mon exemple, ça commence à la ferme. Là. Fait que c'est sûr que moi, j'avais basé un peu, il y a quelques années, les producteurs de lait avaient fait faire une analyse de cycle de vie de la production laitière là, au Québec, au Canada, puis il arrivait autour de 1 kg de lait, 1 kg de CO2 équivalent par kilo de lait. Je pense que le berceau commençait vraiment à la ferme, puis probablement qu'il incluait aussi là, la production des engrais là, dans les limites là, dans l'unité fonctionnelle. Là. Fait que normalement, c'est de la ferme jusqu'à la distribution. Là. Fait que c'est rendu de la ferme à l'épicerie. Mais je pense que normalement, ça devrait inclure la production des engrais. OK. Merci. J'en aurai une deuxième. Je ne sais pas si je vais la dire comme il faut. Combien coûte l'audit de conformité pour le respect du protocole, s'il existe un protocole? Par exemple, le secteur porcin et les fosses à lisier. Le coût Ouais. d'audit est supérieur au revenu des crédits à transiger.
Oui, c'est une problématique. Ce qui arrive, c'est que les, le coût d'audit de ce qu'on entendait normalement quand on fait une, euh, une révision là, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou une révision, là, un rapport de vérification qui est produit là, par un grand émetteur. Souvent, il y a une règle du pouce qui dit que c'est à peu près 5 000 par année. Les fermes au Québec, dans mon exemple que j'ai montré, une ferme qui avait une fosse puis qui réduit ses émissions, s'il y a 115 tonnes de réduction, puis les réductions sont vendues à 20, 30, 50 dollars, on ne vient pas couvrir le 5 000 tonnes, le 5 000 pour l'audit, pour le rapport de vérification. C'est un problème. On essaie, là, avec le MAPAC, on a eu différentes discussions là, pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être fait là, justement pour réduire les coûts de vérification. C'est un fait aussi. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de projets sur le marché volontaire aux États-Unis. Les fermes sont plus grosses. Donc, quand ils réduisent, il y a un potentiel plus grand de réduction. C'est plus facile pour eux là, de faire de participer à des protocoles là, de crédit compensatoire. OK. Merci beaucoup. Puis, en fait, quelle option serait la plus rentable pour le secteur agricole? Est-ce qu'on parle surtout du insetting ou du offsetting? Pour les producteurs agricoles à court terme, j'ai l'impression que les insettings seraient beaucoup plus rentables, c'est difficile à dire. Beaucoup plus pratique pour le secteur agricole, je pense que c'est le insetting. OK. Merci. Bon, il nous reste encore un petit peu de temps. Comment peut-on passer de 660 à 250? Ça semble bien en théorie, mais en pratique, comment fait-on? Oui, c'est une bonne question. Dans l'exemple au début, bon, c'est ça, passer de 1000 à 660, je pense, c'est présentement les connaissances le permettent pour baisser là, de 660 à 250 ou à 0. Là, ça va être un peu plus compliqué. Je pense que tout à l'heure, il y avait Sylvestre Delmotte qui en parlait dans sa présentation. Les connaissances actuelles permettent peut-être pas de se rendre à 0. Ça va prendre beaucoup d'efforts de beaucoup de monde. Ça prend encore de la recherche, ça prend encore des différentes évaluations, là, mais pour l'instant, j'admets que c'est pas la carboneutralité, c'est pas réglé. Là, ça va prendre un peu de travail là, pour passer de 660 à 0. Là. Parfait, merci pour la réponse. Puis on va y aller avec une petite dernière. Pour le insetting, il est intéressant de voir que les crédits restent à la ferme. Pourquoi n'y a-t-il pas, selon vous, une hausse de ce type de mise en marché ou de ces protocoles? Euh, c'est relativement, je pense que c'est en développement. Là, je sais que les transformateurs, la plupart se sont engagés. Euh, Ça reste que c'est quand même beaucoup de travail là, pour un transformateur de contacter tous ses producteurs, puis de mettre en place les différents protocoles, parce que même ça va quand même coûter, il y a un coût associé à tout ça. Là. Pour le transformateur, ce ne sera pas gratuit. Il va y avoir un suivi à faire, il va falloir qu'il fasse un rapport éventuellement, parce que les transformateurs sont un peu il ne faut pas qu'ils se fassent rattraper par l'opinion publique eux aussi, là, parce que si éventuellement un transformateur dit mais moi je produis du yogourt carboneutre ou de la farine carboneutre, puis qu'il y a quelqu'un qui s'aperçoit à un moment donné que ben, finalement c'est pas vrai, tout ça, ils ont tourné les coirons, ils ont mal calculé leurs émissions, ils ont mal calculé leur réduction, ben, ils vont se faire prendre par le distributeur ou par l'opinion publique. Fait que je sais qu'ils travaillent beaucoup là-dessus, mais c'est ça, ça va prendre un peu de temps encore là, avant que ça soit en place là, un peu partout. Là. Parfait.
Bien, en fait, je vous remercie à nouveau, M. Pelletier, d'avoir Merci. présenté ce matin, d'avoir fait partie d'une belle équipe qui a présenté dans ces webinaires. C'est ce qui met fin à notre séance de webinaire Grande Culture 2025. Sur ça, au nom du comité organisateur, merci d'avoir été avec nous et bonne journée.